faut que vous sortez ça dans la tête. Ils pensent que l'État, c'est les Québécois. L'État, c'est l'État. Les Québécois, c'est les Québécois. Il y a des Québécois qui travaillent pour l'État, absolument. Mais l'État, c'est une autre affaire complètement différente. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est Joey OB. Fait qu'un gros merci à Joey OB d'être venu au WhatsApp Podcast. Comme vous allez pouvoir voir, il y a un nouveau décor. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai mis beaucoup d'efforts dans ce décor-là. Fait que j'espère que vous allez beaucoup l'aimer. Malheureusement, il y a eu un problème de son. Fait que c'est pas la fin du monde. On entend tout le podcast. Tu sais, le podcast est dans son intégralité. C'est juste que la deuxième moitié du podcast, le son, je sais, c'est pas top qualité, mais au moins on n'a rien perdu du podcast. Fait que bref, j'espère que vous allez être indulgents pour cela. Chris, en quand même 400 podcasts, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Fait que soyez indulgents avec moi. Sinon, encore une fois, un gros merci à Joey OB d'être venu au WhatsApp Podcast. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et sur le podcast Yann et Frank si vous aimez sa présence. Ou sinon, encore une fois, un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Encore une fois, ils sont là, ils nous supportent. Fait qu'un énorme merci. Si vous aimez le café, vous aimez les cafetières, je vous recommande de vous choisir et d'obtenir une Bellucci. Hein, ce sont d'excellentes machines à café. Ils sont belles, ils sont durables. Vous allez tomber en amour avec. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Allez les voir dans leur local, ils sont super sympathiques et efficaces. Ou si vous voulez pas vous déplacer, ben il n'y a aucun problème, allez au procafetière.ca et faites une commande d'entre autres, peut-être une poche de café du WhatsApp Podcast que vous allez pouvoir bien aimer. Ou sinon, encore une fois, si vous voulez m'aider puis vous voulez voir les podcasts d'avance, ben abonnez-vous au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres par mois. Puis pour vous autres, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus, comme je viens de dire, vous pouvez écouter tous les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est tout le temps apprécié. Laissez un petit thumbs up, cliquez sur s'abonner, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Puis ça m'aide avec les algorithmes. Puis sinon, c'est pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'un énorme merci à tout le monde de me suivre. Encore une fois, un gros merci à mes commanditaires. Puis je vous encourage à les encourager comme qu'ils font avec moi. Puis encore une fois, un gros merci à Joey OB d'être venu au WhatsApp Podcast. Sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Bienvenue dans le nouveau décor du WhatsApp. Un moment donné, j'étais bien chaud puis j'étais écœuré de voir mon podcast. Fait qu'une coupe de bière plus tard, j'ai comme acheté plein de shit. Le lendemain, je fais bon, ben Chris, tant qu'à l'avoir acheté, on va l'installer. Fait qu'en tout cas, bref, vous direz tout le monde comment vous trouvez ça, si c'est beau, si ça l'est pas. Mais bref, on s'en calisse là aujourd'hui. On a Joey OB. Oui. Joey OB qui est là. Merci d'être là. T'es cofondateur de Ambition Génération. Génération Ambition. Génération Ambition. Mouvement Génération Ambition. Oh, yes, alors, c'est bien grave. Chroniqueur régulier au podcast de Yann et Frank, mais t'es pas mal plus podcasteur. Oh oui, je suis employé pour Yann et Frank. C'est ça. Je suis podcasteur également aussi, malgré que je chronique ici et là dans différentes, soit de Radio de Québec ou dans différents médias. On me voit un peu quelques places à Cube de temps en temps aussi. C'est ça. Parce que là, c'est ça. Parce que la première question, tu sais, quand je t'avais proposé de venir, tu m'avais dit, c'est où, tu sais, tu m'as vu, c'est où tu m'as découvert. Premièrement, c'était celle de TikTok où j'étais en tabarnak. Quand tu parlais de la culture québécoise, qu'on va pouvoir en jaser un peu plus tout à l'heure.
Puis c'était super cool aussi. Mais puis là, je t'ai vu après ça dans une entrevue que tu avais faite avec Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada. J'ai trouvé ça épouvantable, c'est pour toi, là, man. Je savais dans quoi je m'en allais. Hein. Cette émission-là a la réputation depuis des années d'une genre de cage au lion pour les gens qui sont même pas à droite, je dirais au centre droit, là, parce qu'on est tellement à gauche dans cette émission-là que c'est fou. Et c'est payé par les fonds publics. Moi, je suis 100% d'accord pour la liberté d'expression. Mon but, je veux pas canceller personne. Par contre, que ça soit uniquement un seul point de vue, du moins politique, parce qu'on dit que c'est une émission d'actualité, qui soit uniquement d'un seul côté, puis qu'il y a vraiment un biais médiatique là-dessus, puis c'est payé avec l'argent du public. J'ai un petit malaise avec ça. On va dire ça comme ça. En tout cas, tu sais, moi, je vais inviter le monde à aller l'écouter, ça leur tente de savoir de quoi qu'on parle. Mais aussi, après ça, je t'avais vu dans une autre entrevue avec... c'était un débat avec Richard Martineau, puis il y avait... Émilise Lessard-Terrien. Puis là, c'est là que je t'ai fait comme tabarnak, le gars, il a de la gueule, il sait parler, il argumente bien, j'aime ses réflexions, fait que... mais bref, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est un grand honneur. Écoute, je peux pas me rappeler quand est-ce le moment où j'ai découvert ton podcast puis ta plateforme, mais je sais que ça fait déjà plusieurs années, puis je check ça un peu ici et là, puis je me disais, à un moment donné, ça serait le fun. Mettons, on se connaissait zéro, là, mais à un moment donné, Jay Alain, dans l'univers des podcasts, à un moment donné, on se connaît un petit peu, tranquillement, plus sûrement. On entend parler des autres, puis de ci, de ça. Puis je me disais, petit milieu en même temps. C'est ça, tu sais, on est au Québec, tu sais, puis j'ai toujours eu du fun, puis j'avais apprécié beaucoup le travail que tu faisais, tu sais, vraiment que t'es open à jaser de tout et de rien, avec absolument tout le monde, peu importe les idéologies politiques ou dans quel domaine ils sont, tu sais, puis j'ai toujours apprécié ça. Fait que, écoute, je suis le sujet test pour le nouveau, en plus, setup, en plus. Fait que ça va être marqué d'une pierre blanche pour ma venue, mais c'est vraiment le fun. Ben, thank you, mon gars, man. C'est super apprécié. On va commencer en jasant de politique, tu sais, parce que c'est ça, tu sais. No way! T'as vu que t'as confondé Génération Ambition. Ouais. Là, j'espère que je l'ai bien oui. cette fois-là. Fait que, c'est quoi ça? En fait, ça a commencé, mais premièrement, il faut faire un récapitulatif. Moi, j'ai 30 ans, j'ai commencé à m'impliquer en politique assez tard, relativement parlant. Il y a des jeunes, genre, qui commencent à 14-15 ans, tu sais, à s'impliquer dans les partis politiques. Moi, je suis ça depuis longtemps. Écoutez, ma première expérience politique, entre guillemets, c'était la victoire de Stephen Harper en 2006. J'avais 12 ans. J'écoutais ça sur la petite TV de la cuisine chez mes grands-parents à l'époque. Je connaissais rien de la politique, à part que mon père disait, il dit, faut qu'Harper rentre parce que Paul Martin nous a fourré, je sais pas combien de millions, puis décide de ça. Fait que moi, j'avais juste le côté, tu sais, guéguerre un peu, tu sais, je voyais les cartes électorales à la TV. Fait qu'au fil du temps, tu sais, je vais au secondaire, tu sais, puis je suis ça un peu, tu sais, puis je m'impliquais pas vraiment dans un parti avec une étiquette ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment toujours trippé là-dessus, tu sais. Je pense être le seul gars de mon école secondaire à Polyvalente, Louis-Jacques Cazet à Montmagny, c'est là que je viens, à avoir resté à 1h30, 2h du matin pour écouter le discours de victoire de Jack Layton dans le temps de la vague orange. Fait que pour ça, j'étais un vrai crinqué. Puis là, est arrivé l'élection proche de 2018, puis à l'époque, c'est ça, là, la CAQ est rentrée, c'est un libéralisme de libéraux. Là, ça mais avant qu'on aille là, c'est drôle parce que t'es un ancien décrocheur, toi. Oui! T'avais décroché. Oui, un méchant décrocheur scolaire. J'ai décroché en novembre. En fait, c'est un peu spécial, là, le 11 2011. Le 11 novembre 2011, date assez spéciale, également date de la sortie de Skyrim pour les gamers qui nous écoutent, ils vont connaître la date. Okay. Parce que dans zéro le référent. Là, gros gamer ici en passant. Mais non, c'est ça. Puis en fait, c'est que moi, j'étais aucunement la même personne que j'étais au secondaire. J'ai jamais été un gars tellement tripeux de l'école, autant que certains trucs comme l'histoire, quoi que ce soit, j'ai bien aimé, mais tu sais, j'avais déjà doublé mon secondaire 2. J'étais en secondaire 5, mais j'avais des maths de 3, des sciences de 4. Ça allait pas bien, tu sais. Puis même si je passais tout à 100% cette année-là, il m'aurait manqué, je pense, 2 unités pour faire mon diplôme d'études secondaires. Fait que là, c'est un peu comme... Ça marchait pas. Puis mon père... ton diplôme? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait un retour par la suite, mais mon père, il a été 34 ans laitier, distributeur avec son truc à lait pour Natrel Agropeux. Il a fait ça. Justement, il travaillait à temps plein pour ça. Il était self-made man un peu là-dedans. Puis il m'a dit, écoute, regarde, ça marchera pas. Lâche l'école. Embarque avec moi, ça rentre de lait. Fais quelques années. Deviens davantage mature. Apprends à travailler. Puis après ça, tu prendras une décision. Soit tu me reprends comme ma relève dans ma job de laitier, ou soit tu finiras ton secondaire aux adultes, puis tu décideras où c'est que tu vas aller. Fait que j'ai fait 3 ans. Puis c'est d'ailleurs là que j'ai connu la
radio, dont Radio X d'ailleurs, entre les clients, sur la route, entre les CPE, les CHSLD, les maisons privées, les dépanneurs de village, on écoutait quoi? On écoutait la radio dans le Trocalais. Avec ton père? Avec mon père. OK, fait que t'étais pas toute seule. Non, lui, il conduisait parce que moi, j'avais mon permis. Avec un autre. C'est ça, j'étais son employé, j'étais son bras droit. Fait que là, on livrait du stock, les pintes de lait, les godets, les barquettes de beurre, de ci, de ça, les restaurants, puis tout. Puis entre les clients, on écoutait la radio, puis c'est même que j'ai comme appris à écouter la radio parler, puis à m'intéresser à ça, puis tout ça. À découvrir que, genre, t'aimais ça, la politique, puis t'avais une opinion, tu voulais le commenter. Absolument, puis à l'époque, ça commençait, c'était le show du matin avec Denis Gravel, puis Jérôme Landry dans le temps à choix. Ça, ils sont rendus à 2 stations différentes. Moret est encore là, mais il était dans le mid-morning dans le temps, puis ça a eu 36 millions de gens depuis ce temps-là. Puis après 3 ans, j'ai décidé justement de faire 1 an et demi aux adultes à Montmagny. J'ai fait mon secondaire 5, puis j'étais allé faire mes sciences humaines au Cégep de Lévis, que j'ai fait, puis je suis sorti de là en 2019. J'avais des plans pour starter sciences politiques à l'Université Laval, que j'avais techniquement commencé à distance quand la pandémie a starté, mais c'était vraiment broche à foin au début, là, c'était vraiment tout croche, là, les cours à distance, puis de ci, de ça, puis ils te chargeaient le même prix alors que tu n'avais même pas accès au campus puis au service de l'université en plus. Fait que j'ai comme fait 3 cours, je les ai passés à distance, mais j'ai comme décroché, puis surtout en plus que vu que j'avais décroché au niveau scolaire, j'avais quand même décalé beaucoup en termes d'âge, j'étais rentré au cégep, j'avais 22, 23, 24 ans, les jeunes avaient 17, 18, t'sais. Fait que là, je peux pas me permettre de 36 millions d'années sabbatiques parce que si je continuais, j'allais sortir de l'université à 35 ans. Fait que, OK, Joey, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, je me disais, OK... Mais juste avant, c'est parce que je trouve ça quand même fascinant parce que je t'estime quand même beaucoup. Tu sais, je trouve que tu t'exprimes bien, t'es capable de faire une belle argumentation, là, tu sais. Puis je me reconnais un peu dans toi parce que moi aussi, j'ai doublé mon secondaire 1. J'étais un décrocheur. Seule différence, c'est moi, j'ai jamais rien terminé. Moi, j'ai pas retourné à l'école, mais c'est parce que je me suis longtemps vu comme étant un stupide. Tu sais, j'étais, non, moi, j'étais un stupide, je peux pas... Fait que, tu sais, j'avais cette vision-là de moi qui faisait que... Mais dans le fond, on regarde aujourd'hui, tout le parcours que j'ai fait, c'est pas vrai, c'est pas accessible pour moi. Fait que, c'est sûr, maintenant, j'ai peut-être bien du retard, là, juste avec mon parlure, là, tu sais. Non, mais t'es plus... Mais je pense un peu, sans vouloir diverger du sujet, puis je vais faire une parenthèse rapidement, mais je pense que c'est ça qui fait un peu le succès de ton podcast aussi. Tu sais, t'as vraiment un franc-parler, t'as une manière de parler, puis oui, tu sacs, puis c'est plus correct. Mais je pense que ça rejoint beaucoup plus de gens parce que la majorité de monsieur, madame, tout le monde sont comme ça. Ouais, c'est ça, t'as vraiment t'as un style populaire, puis c'est pas pour pouvoir me dire que je le suis pas non plus. Écoute, je suis un gars de région, je suis un gars de Chaudière-Appalaches, j'en ai sacré à côté, là. Puis encore là, je me considère, tu sais... Je me considère pour vrai, autant que j'ai appris sur le tas, tu sais, j'ai pas de bac en sciences politiques, mais j'ai toujours trippé là-dessus. J'étais un genre de autodidacte un peu là-dedans. J'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup d'entrevues de ci. Au fil des années, j'ai comme appris sur le tas beaucoup. C'était forgé. Mais je me considérais pas comme un intellectuel. Je me dirais peut-être un genre d'hybride, peut-être, là. Tu sais, je suis comme, OK, j'ai un côté un peu cérébral. J'ai jamais été le gars le plus manuel, malgré que je l'ai appris pendant que je travaillais avec mon père, d'ailleurs. Fait que j'essaie de devenir un peu le meilleur des deux mondes, un peu, là. Ouais, ben, je trouve c'est ça, je trouve fascinant que, tu t'es pas arrêté à ça, puis t'as quand même décidé d'y aller, tu sais. Il y a eu des périodes tough, là, je te dirais pas. Là, ça n'a pas été une randonnée d'un champ de fleurs, là, mais c'était quelque chose. Et pour venir à mon point, c'est ça. Fait que là, au fil du temps, vu qu'il y a eu la pandémie, puis ça, c'était, puis à l'époque, j'avais commencé à embarquer avec la CAQ après qu'il s'était fait élire en 2018. Parce que je me disais, écoute... L'aile jeunesse. C'est ça, la CRCAC, la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec. Puis je me disais, écoute, si tu veux changer les affaires, Joey, c'est un de mes mentors politiques qui est décédé aujourd'hui, Gilbert Normand, qui était secrétaire d'État dans le temps de Jean Chrétien, Paul Martin, il était ministre au fédéral, un des gars de notre coin, super fin, puis il m'avait dit, Joey, si tu veux changer à Ruche, il dit, même si t'aimes pas Épicure d'abeille, il faut que tu rentres dans Ruche. Fait que là... À 24 ans, je rentre avec la CAQ jusqu'en février 2021. Puis ça allait relativement bien. C'était du monde, tu sais, c'était relativement du monde qui sont quand même jasables, puis des bons jacks, puis tout. Puis entre-temps, il y a eu la pandémie, puis au début, j'ai toffé, puis en tout cas, les mesures, ça m'intéressait plus ou moins. En tout cas, au début, c'était compliqué. Puis il y avait aussi ce que j'appellerais un peu le cercle restreint de la jeunesse caquiste, là, les plus hauts gradés de cette gang-là, qui n'aimaient pas trop ma grand gueule. Tu sais, moi, je te respectueux. Mais tu t'es rendu haut, là, tu sais, t'étais vice-président. Ouais, ben, c'est pas plus ou
pas vraiment. C'est que le titre a l'air impressionnant, mais j'étais comme genre vice-président comme de la région locale de Chaudière-Appalaches pour la CAQ. J'étais pas comme président de l'aile jeunesse ou président de la province au grand complet. Là. J'étais comme genre le petit officier de région. Là. C'était pas grand-chose. Mais le titre a l'air impressionnant un peu. T'sais. Mais c'est ça. Fait que là, je m'exprimais bien, puis je me gênais pas de mes opinions, mais des fois, je les expliquais, puis c'est pas toujours nécessairement ce que la CAQ approuvait. Puis il y en a qui aimaient pas ça. Alors que j'ai toujours respecté tout le monde. Puis je sais pas si c'était de la jalousie ou simplement que le monde, c'est comme, il y a comme une sorte de, ok, t'as une ligne à suivre si t'es pas dans la ligne des calices, là. Mais finalement, il y a eu de différents trucs qui ont fait que, bon, là, je vais sacrer mon camp de là, j'ai plus ma place là. Puis à l'origine, c'était vraiment pour retourner sur le banc des téléspectateurs, là, tu sais, je voulais pas retourner dans un autre parti politique. Mais ce que je savais pas, c'est qu'un de mes amis, José Soucy, que je salue d'ailleurs, qui est journaliste local dans le coin de la Côte-du-Sud de mon coin où j'habite, il dit, ouais, souvent invité à Yann Efrain. Ouais, c'est ça, ben c'est un peu moi qui disais ça, qui a donné une plateforme, puis les gens l'aiment beaucoup d'ailleurs aussi pour ça. Puis il me dit, écoute, veux-tu que je fasse un article sur toi là-dessus? Bon, OK, là, s'il y a 12 personnes qui le regardent, ça va être bien correct, mais fais ta job, tu sais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il connaissait Éric Duhem. Puis Éric, je le suivais déjà un peu depuis un certain bout de temps, puis il publie l'article, Éric repartage l'article sur sa page Facebook, super suivi, là, en même pas 2 heures, je passe de Nobody à Somebody, je fais genre 3-4 entrevues sur des podcasts de monde que je connais pas, Dominique Morin à choix m'invite le lendemain. Il était-tu avec les conservateurs, Éric, à ce moment-là? Il était dans la course à chefferie. Il allait se faire élire chef à peu près un mois plus tard. Ah, okay, C'était fin février, début mars 2021. Fait que tu sais, puis Éric m'invite sur mon cellulaire, il m'invite sur son live la semaine d'après. Fait que là, je me dis, OK, est-ce que je rembarque ou je rembarque pas? Puis la leçon que j'avais appris avec la CAQ, c'est que si tu t'en vas dans une formation politique, le plus tôt sera le mieux. Parce que justement, j'étais arrivé après la victoire de la CAQ, mais tu sais, je me sentais un peu comme un outsider, parce que tous les jeunes qui étaient là, ils avaient été à Gaille, ils avaient été là depuis des années, ils avaient fait la campagne électorale gagnante de la CAQ, mais tu sais, moi, j'arrive après, tu sais. Je suis comme les autres, ils reviennent de la guerre, puis moi, je suis comme le nouveau, tu sais. Fait qu'ils m'aiment bien, mais c'est pas la même expérience, tu sais. Fait que là, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Puis Génération Ambition, pour venir à ta question initiale, parce que je l'ai pas oublié. Génération Ambition, c'est que après qu'on ait fait la campagne de 2022, où c'est que le PCQ en passait proche, puis on n'a pas fait élire personne malgré les 530 000 votes. Au début, je voulais fonder comme l'aile jeunesse du PCQ, finalement. Mais il y a beaucoup de monde de mon âge ou plus jeune qui se dit, Joey, ouais, l'idée est pas mauvaise, mais on n'aime pas tant ça le côté aile jeunesse, parce qu'on voit les autres ailes jeunesse comme à CAQ, au PQ, au PLQ. Ça a l'air juste d'un genre de faire-valoir d'une genre de banque de bénévoles, de candidats poteaux que de temps en temps, on fait semblant de les écouter, mais finalement, ils écoutent pas pantoute, tu sais. Puis d'autres, on veut vraiment être vus comme des membres à part entière du PCQ. Pas être le club école. Genre. Fait que je lui dis, OK, qu'est-ce qui serait le mieux de réunir ces deux mentalités-là ensemble? Je lui dis, OK, j'aimerais ça fonder un mouvement jeunesse indépendant. Fait que autant que c'est le PCQ qui nous a comme starté, tu sais, moi j'ai fait un discours au congrès général du PCQ en 2023, puis ils nous ont donné une plateforme pour nous booster, tu sais, pour nous faire envoler ce mouvement-là avec Héloïse Coulombe qui est comme ma co-porte-parole, qui était aussi candidate du PCQ dans Soulanges, qui est rendue à Québec à cette heure. Fait que le but c'était vraiment de commencer des éléments du PCQ, mais le but de ce mouvement-là, c'est de donner une voix aux jeunes Québécois et Québécoises de droite, autant économique que nationale, je dirais, parce que je voyais dans les médias traditionnels, surtout à Radio-Canada, Québécois un peu plus, mais quand même, quand on parle des enjeux des jeunes, mettons le coût de la vie, l'environnement, de ci, de ça, je regardais les reportages, puis c'était majoritairement des jeunes souvent très montréalocentriques, souvent très de gauche, souvent que plusieurs pensent quasiment qu'on va mourir dans 5 ans, tu sais. Puis là, moi qui viens qui est un gars de région, je me dis, OK, oui, ces jeunes-là existent, ça fait partie. Tu te sens pas représenté. Ben, c'est ça. Il y a comme un débalancement. Tu sais, non, pas tous les jeunes sont à gauche puis sont tous en mode grano. Oui, il y en a. Puis ces gens-là méritent de s'exprimer. Je veux pas les enlever la parole. Par contre, il y a un autre côté du pile ou face il y avait quasiment aucune parole. Puis écoute, je viens des régions, puis crois-moi, ce discours-là, il pogne zéro, là, tu sais, à Polyvalente, du monde de même, c'était zéro pantoute. Fait que je me disais... Mais c'est drôle, parce que, excuse de te couper, mais, tu sais, je vais te laisser respirer un peu, là, t'en dis des mots. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'humour, puis c'est drôle parce que, tu sais, ma tante, ceux qui faisaient beaucoup de l'humour montréalais, quand ils arrivaient dans les régions, tu sais, hey, y a pas de place à se parker, je te dis, ben non, on a bien du parking ici. Hey, le métro, d'un fois, tu sais. Fait que c'est ça, d'un fois, ça fait le bye-bye a eu ce problème-là dans les dernières années. Je sais que t'as eu Simon Olivier Fecteau en entrevue dans le show, mais c'est ça, tu sais,
sans vouloir changer de sujet, là, moi, je pense que genre 2010 à 2014, 2015, c'était comme le peak bye-bye dans ma tête. Là. J'ai l'impression que, autant qu'il y a eu des bons coups dans les autres émissions depuis ce temps-là, mais je trouvais qu'il y a comme eu un comme de mode, ça c'est comme plus montréalo-centralisé. Là. Il y avait comme davantage de références plus montréalaises, moins du reste du Québec, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Là. Je trouve que c'est une belle vision de qu'est-ce que les médias ont. Tu sais, mettons, si mettons, on pourrait leur ouvrir la tête, on va dire les médias, ça ressemble à ça, tu sais, c'est comme plus complaisant envers les dérives de la gauche, mais très plus sévère envers les dérives de la droite. Ça, je le dis toujours. Au Québec, la droite, c'est 2 prises sur 3 au baseball, en partant. Faut apprendre à vivre avec ça, c'est aussi simple que ça. Mais avant que c'est sûr qu'on aille là, parce que tu as dit beaucoup d'affaires, là, c'est... parce que moi, il y a de quoi qui m'avait marqué, tu sais, dans ton entrevue avec Marie-Louise Arsenault, tu disais que tu t'en as parlé un peu tout à l'heure, c'est ça, c'est que tu te sentais un peu outsider, même ghosté, tu sais, des événements que des fois t'aurais voulu aller puis c'était comme c'est sold out mais finalement on t'attendait là ou Tu veux dire en gros que tu parles de l'émission en tant que telle ou Non, excuse, tu faisais référence à tes débuts en politique là avec l'aile jeunesse de la CAQ là, tu sais, tu parlais de ça que tu te sentais un peu, c'est ça, comme repoussé. En fait, c'est plus personnel parce que oui, il y avait le PQ, le PLQ à l'époque ou quoi que ce soit, mais puis tu sais, j'allais voter autant fédéral qu'au provincial. En passant, je m'implique zéro fédéral là, tu sais, c'est ça, donc on en reparlera là, le côté plus là-dessus, c'est juste que c'est ça, je trouve que c'est moins politiquement parlant, je trouve ça moins excitant là, tu sais, autant que je m'informe puis je vais voter, là, mais c'est un autre débat. Mais non, c'est ça, plus personnellement, c'est arrivé plus tard parce que autant je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin, mais mettons, faut que les valeurs, mettons, du parti me rejoignent à 85-90%. Là. Je suis prêt à moyenner sur certains trucs, là, mais pas genre du 50 ou du 60. Là. C'est pour ça que ça a été long avant que je débloque. Puis à l'époque, la CAQ, c'est plus le cas maintenant, mais représenté comme le changement, ça veut dire être le moins pire de la gang, plus de centre-droit, vouloir baisser la taille de l'État, réduire les impôts des gens, s'occuper des jeunes familles, ça, OK, let's go, tu sais. Finalement, c'est ça, on nous a chié dans la pelle quelques années après. Mais ils sont arrivés comme à un bon moment, tu sais, c'est qu'ils voulaient pas du PQ, puis le monde a été écœuré des libéraux, fait que là, t'avais comme le juste milieu de chacun, là, tu sais, assez nationaliste, mais parti de l'économie. Supposément, là, je me sens entre guillemets. Ça a fini qu'avec un parti qui a les défauts des 2 autres partis. Exact. Sont aussi bureaucratiques que le PQ, puis sont aussi corrompus avec des petites affaires au tsunami que les libéraux. C'est le fun. Merveilleux. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'était ça un peu comment tu te sentais avec... c'est ça, parce que tu sais, en même temps, les gens de droite, plus économiques, parce que moi, c'est pour pas dire la famille politique québécoise politique auquel je me représente davantage. Non, tes valeurs sont plus libérales, dans le fond. En fait, pour vrai. Les vrais... c'est ça, pour vrai, là, parce que tu sais, je m'identifie, parce que pour donner une idée, là, moi, j'ai suivi beaucoup les élections américaines, pas la dernière, mais, oui, la dernière, mais les autres avant. Moi, j'appuyais Bernie Sanders en 2016 puis en 2020. Moi tout. Puis c'est un gars... Jack Layton. C'est ça. Ouais. Jack Layton, c'est plus un gars genre, tu sais, on va aller prendre une bière avec. Là, à l'époque, j'étais plus jeune aussi. Marie, j'avais voté pour lui, par exemple, à l'époque. Mais non, c'est ça. Puis tu dis, Bernie Sanders, c'est un gars très à gauche, tu sais, quand même, tu sais, aux États-Unis. Ouais, mais moi, je suis assez lucide, puis moi, je veux pas faire un jugement de valeur envers personne qui nous écoute, mais je suis assez lucide pour comprendre, OK, parce que moi, je suis dans la valeur un peu comme dit un libéral classique, que moi, une saine compétition, un juste milieu entre le privé et le public, selon moi, c'est ce qui est le meilleur. Parce que justement, si un monopole, que ce soit public ou privé, c'est jamais bon. Parce que justement, tu deviens un fat cat, tu t'en remets jamais en question, tu sais. Puis on le voit dans le privé, tu sais. McDo serait jamais devenu McDo sans Burger King puis Wendy's, comprends-tu, tu sais. S'il n'y aurait jamais eu d'autres, il n'y aurait jamais eu de certains plats qui feraient de compétition pour se remettre en question. Hey, le voisin, ils font un nouveau sandwich, ils ont mis du bacon dedans. OK, ça nous prend ci de ça. Hey, là, le monde vient plus à cause de l'affaire parce qu'un autre, ils font un shake, que telle affaire dedans. OK, parfait. Mais au gouvernement, il n'y a pas ça. Puis aux États-Unis, l'inverse, c'est que tu le vois dans l'industrie pharmaceutique, tu sais, que le privé est ultra présent. Ben souvent, c'est du copinage aussi, tu sais. Il y a un énorme écart entre les riches et les pauvres. Puis c'est ça, je me disais, OK, aux États-Unis, présentement, ce qu'ils avaient de besoin, autant que là, je suis plus Bernie Sanders, personnellement, je trouve qu'il nous a couillonnés, puis il n'y a plus beaucoup de mon respect aujourd'hui. Mais à l'époque, il représentait un mouvement qu'on appelle le grassroots, c'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde, du plancher des vaches, des jeunes, des nouvelles générations qui voulaient vraiment que
Chris, que une bouteille d'insuline à 2000$, que ça coûte même pas 10 fois moins aux États-Unis, au Canada, puis que t'avais des jeunes de 22 ans qui se rationnaient puis qui mouraient à cause qu'ils étaient prêts de payer pour leurs médicaments. Ça n'a pas de Christy de bon sens, dans le pays le plus riche de la planète. Puis je me disais, OK, ça prend vraiment, comme il disait, un political revolution, puis j'embarquais là-dedans pas mal. Parce que je voyais qu'il y a un débalancement. Aux États-Unis, il y a davantage dans le privé qui est là, qui est assez bénéfique, je tiens à le dire. Tu sais, moi, je suis un grand fan de la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales, mais ça amène certaines dérives. Mais au Québec, c'est l'inverse. Au Québec, l'État est quasiment fucking partout. Puis je me dis, OK, c'est pas qu'un parti de gauche, ça va changer, c'est du pareil au même. Fait que c'est où c'est qu'il y ait plus le recalibrage qui mériterait, ben justement, c'est davantage... moins d'État, une vision plus conservatrice économiquement parlant, plus de droite, pas extrême droite ou très à droite, mais juste assez à droite assumée pour rebalancer tout ça. Puis si on vivrait dans un monde idéal, comme tu le dis, le Québec serait déjà balancé, qu'il y aurait du privé mais du public relativement égal à chaque place, que l'État arrête de vendre de l'alcool puis du pot au monde, puis parce que c'est pas dans ses missions fondamentales, ben normalement, je serais considéré comme un gars de centre-droit, libéral classique dans le sens science politique du terme, peut-être un peu plus à gauche au niveau social. Tu sais, moi, je suis ouvertement gay, puis bien évidemment, je suis en faveur du mariage gay. Mais tu sais, c'est ça, on parle de la droite. Tu sais, veux-tu m'expliquer justement c'est quoi la droite, tu sais, parce qu'on dirait qu'on en parle, mais... The question. Ouais. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on en parle, puis moi, je trouve ça un peu comme épouvantable que quand il y en a qui parlent de la droite, c'est comme si c'était les méchants, puis c'est le démon, puis c'est des... Mais Chris, le monde a le droit de réfléchir, ils ont le droit d'avoir des visions différentes du bien collectif de la société, est-ce, man? Puis c'est ça qui fait que, justement, si toi tu penses ça, puis moi je pense le contraire, ben ayons une discussion, puis on va voir, laissons les gens décider qu'est-ce qu'ils ont aimé de notre conversation, puis où leurs valeurs vont plus s'y accrocher, puis des affaires de même. C'est ça, parce que souvent, tu sais, la gauche ou la droite, c'est très, très large, parce que, tu sais... Ça change beaucoup. Ça change aussi, et surtout que, c'est ça, il y a des discours aujourd'hui de gauche qui seraient vus, de droite, aujourd'hui, qui seraient vus comme des discours de gauche il y a genre peut-être 20-25 ans, tu sais, ça montre à quel point l'échiquier politique peut bouger. Mais généralement parlant, si on prend le modèle, pas le modèle, mais le paysage québécois, la droite, je dirais, se sépare en deux clans. Il y a la droite économique et la droite, je dirais, plus nationale. Certains diraient la droite sociale, mais je dirais pas jusque-là parce qu'on ne parle pas d'ici de vouloir ramener les femmes dans les maisons puis de ci, de ça. On n'est pas là pantoute. La droite, moi, je me représente, comme j'ai dit, de la droite plus économique. Davantage pour le libre marché, davantage, comme je dis, davantage plus pour pas que l'État soit nécessairement dans nos vies tout le temps, plus un libre marché, un rééquilibre entre le privé et le public, en faveur plus de la liberté, des libertés individuelles, des baisses d'impôts. Réduction de la taille de l'État. Réduction de la taille de l'État, davantage promotion de l'entrepreneuriat. Tu sais, moi, je vois en gros que je préfère davantage avoir une population de gens qui sont débrouillards par eux autres mêmes, qui sont capables de, tu sais, qui n'ont pas besoin nécessairement de toujours des autres pour vivre ou travailler ou whatever, tu sais. Ils sont capables de s'occuper d'eux autres mêmes. J'aime davantage une collectivité de ces gens-là que plein de gens qui dépendent davantage tous de l'État pour vivre, pour travailler ou quoi que ce soit. C'est parce que ça fait des gens beaucoup plus, selon moi, beaucoup plus résilients, puis beaucoup plus justement débrouillards, et également aussi beaucoup plus, quand c'est le temps que l'État décide de quoi, ben, pas nécessairement qu'on y fait jamais confiance, mais on a toujours un certain... on peut avoir une certaine méfiance légitime, on va dire ça comme ça. T'sais, de prendre tout pour du cash, selon moi, je pense que c'est pas une bonne affaire. Là. Même si le gouvernement l'a dit, hashtag les experts l'ont dit. Ouais, c'est ton je dis pas nécessairement de toujours être l'éternel rebelle puis l'éternel boqué, mais avoir une certaine réflexion puis pas tout prendre pour du cash, selon moi, c'est sain. Puis c'est davantage le côté que je me représente. La droite plus nationale que je dirais, c'est davantage plus la droite qu'on entend. C'est l'aspect que je pourrais donner davantage à la CAQ qui est de droite, là, parce que tu sais, la CAQ, selon moi, n'est pas de droite économique pantoute, là, c'est des étatistes très à gauche. Au contraire, même François Legault l'avait déjà avoué. Il dit, êtes-vous de droite ou de gauche? Il dit, je suis de la gauche efficace. Okay. Il avait déjà dit ça, ben c'est ça. Mais pour les médias comme traditionnel, comme radio. Maintenant, j'enlèverais le mot efficace. Non, c'est ça, on s'entend, là, c'était quasiment un running gag. Mais la droite plus nationale, c'est davantage des gens... panier bleu. Exactement. C'est davantage des gens qui sont plus davantage au niveau des questions davantage plus identitaires, comme par exemple la langue française, les questions de l'immigration. Pas que la droite économique s'en occupe pas, mais simplement que c'est ça, c'est pas dans c'est pas dans le top de leurs priorités. Mais ça te parle-tu, ça? Oui, quand même, mais en fait, c'est que je me dis... Qu'il faut? Ben,
C'est que je me dis que le problème, puis on peut arriver un peu... Moi, ce que je vois présentement, c'est que depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille, de ce qu'on a fameux créé, ce qu'on appelle le modèle québécois, la social-démocratie, ce que André Arthur puis Joanne Marcotte, dans son livre, appelaient le gouvernement, là, pour certains, pour ce qu'on appellerait, c'est que, en gros, c'est le modèle québécois, qui en passant n'est pas un modèle parce qu'on l'a jamais copié nulle part ailleurs, mais ça, c'est un peu l'inside joke, là. C'est qu'on a des institutions fortes. Vraiment, l'État est très fort, il est très présent dans nos vies. On a beaucoup d'institutions, tu sais, c'est majoritairement public. On a beaucoup des gros ministères, des grosses institutions, majoritairement un modèle monopolistique public dans bien des égards. L'éducation, c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de privé, puis c'est une bonne affaire. Mais la santé, c'est encore monopolistiquement public à ce niveau-là. Et autant ça a fonctionné au début, mais au fil du temps, il n'y a pas comme eu l'éternel le ménage de printemps qu'il doit avoir une fois de temps en temps. T'sais. Moi, c'est ce que j'appelle personnellement la méthode Ginette Renault. Là. C'est un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Puis c'est pour ça que moi, je considère... Oh! C'est ça. C'est pour ça que je considère toujours comme, mettons, ceux qui ont été au pouvoir, comme la CAQ, le Parti libéral ou le Parti québécois qu'il y a eu dans le passé, les chefs actuels, s'ils sont au pouvoir, on jugera, ça a toujours été l'éternel réflexe. C'est toujours plus d'État, plus de fonctionnaires, plus d'agences bureaucratiques, comme le Santé Québec avec Christian Dubé. Ben, c'est ça qui ça fait chier, parce que c'est comme genre, gars, là, je pense que la taille de l'État est trop grosse. On va créer un autre organisme gouvernemental pour... Non, c'est ça le problème, on n'en veut pas. Ben, c'est ça. Puis en même temps, ce qui est tannant, c'est qu'on est dans une perspective au Québec, puis c'est dommage parce qu'on l'a pas toujours été. On a quand même été, on dit souvent, le Québécois, le peuple des coureurs des bois, c'est ce côté téméraire-là, à vouloir briser les frontières, tout ça. Puis les gens qui ont travaillé, autant qu'on traite la période du Plessis, la grande noirceur, mais il y a eu du monde avant ça, qui ont défriché la terre, puis comme dans la fameuse chanson, là. Mais j'ai l'impression qu'on a comme un peu perdu de ça, puis on s'est davantage tourné, on a abandonné la religion des années 60, on a évacué la religion du public, mais on l'a remplacée par l'État, j'ai l'impression. Beaucoup plus. On se tourne toujours vers l'État, puis on l'a vu durant la pandémie, là, les points de presse de midi, c'était carrément la messe dominicale avec le bon docteur Arruda qui nous expliquait ça. Fait que quand on dit, OK, il y a un problème dans la société, que ce soit n'importe quoi, là, l'éducation, ça, on se dit pas, mettons, OK, qu'est-ce que le gouvernement peut faire, mais en même temps, qu'est-ce que le privé pourrait faire aussi. Non, c'est un gouvernement, qu'est-ce que tu vas faire, on pitch de l'argent là-dedans, ou non, on va créer une nouvelle fonctionnaire, ça va prendre un nouveau poste de telle affaire, mais jamais on pense à vouloir, à un moment donné, dégraisser ça. Parce qu'en même temps, je les blâme pas. T'sais, la majorité des gens qui travaillent au gouvernement, là, je blâme pas les employés. C'est sûr, la majorité d'entre eux, est-ce qu'il y en a trop, selon moi? Oui. Est-ce qu'il y a des bullshit jobs qui sont créés dans le sens qu'il y a une job présentement, qu'il y a 6 personnes qui travaillent dessus, peut-être ça en prendrait 2? Je pense que oui. Mais ceux qui donnent vraiment des travaux à la population, c'est vraiment des réels services comme les infirmières, les enseignants, tout ça. T'sais, je vous blâme pas. Surtout en plus qu'on est dans une genre de mentalité où c'est qu'on voit l'entrepreneur, ça devient un peu notre héritage catholique, là. T'sais, qu'on voit encore l'argent comme de quoi de sale. Tu sais, comme mettons, si t'as une maison ou si t'as un beau char neuf, on dirait qu'on a comme... un crasseur. C'est ça. T'as fourré quelqu'un quelque part à un moment donné pour avoir cet argent-là. Ça se peut pas que tu l'aies gagné de manière honnête. Alors que c'est pas ça. Tu sais, ça devient un peu notre héritage. Ils font pas la part des choses. C'est ça. C'est comme s'ils attachent automatiquement au fait que t'as de l'argent, t'as crossé quelqu'un. C'est sûr que t'as crossé quelqu'un. Mettant pas l'entrepreneuriat de l'avant, même en le démonisant pendant de nombreuses décennies, la majorité des jobs payantes aujourd'hui, c'est majoritairement le gouvernement. Puis tu sais, en plus des fonds de pension, prestations déterminées, tabarouette, le fonds de pension de retraite aux frais, c'est merveilleux. Puis je les blâme pas, mais ça reste qu'au fil du temps, c'est pas sain parce que le jour où c'est, premièrement, Éric Duhem avait écrit un livre là-dessus il y a une dizaine d'années, l'État contre les jeunes. Les fonds de retraite pour les jeunes de mon âge, on n'aura jamais autant que ce que les baby boomers ont présentement. Fait que, c'est un modèle qui s'en va dans le mur. Puis aussi, comment je pourrais dire ça? On voit clairement que, comme tu dis, l'État québécois qui grossit tout le temps, c'est rendu comme un gâteau de mariage. Ben, il y a ça de gâteau, puis il y a ça de crémage. Là, on s'en va dans le mur littéralement, puis on ne pourra pas continuer éternellement à dire, puis un peu comme PSPP ou d'autres disent, on va juste, tu sais, mettons, l'appartement est viré à l'envers au gras complet, ben là, ça veut dire, faut tout virer ça, faut tout sortir ça, puis refaire ça à neuf. Non, on va juste changer la chaise de ce bord-là. On va, tu sais, c'est jamais comme, on coupe pas, on va faire mieux. Parce qu'on dit que, puis ça, c'est un message que je vais envoyer aux gens qui sont plus nationalistes, dits souverainistes, là, droite, gauche, je crois que ce soit, là. Leur plus grande erreur, faut que vous sortez ça dans la tête, ils pensent que l'État, c'est les Québécois. L'État, c'est l'État. Les Québécois, c'est les Québécois. Il y a des Québécois qui travaillent pour l'État, absolument. Mais l'État, c'est une autre affaire complètement différente. Parce que toutes les fois qu'on dit, mettons, faudrait couper, parce que c'est pas parce qu'on tripe ou j'ai un fétiche sexuel à vouloir couper dans le gras. Non, c'est qu'à un moment donné, ça marche dessus. Tu sais, l'affaire qu'on dit souvent...
la plus fondamentale, et c'est quoi la plus grande la différence fondamentale entre la gauche puis la droite? C'est que la gauche se fie sur les intentions, la droite se fie sur les résultats. Tu sais, mettons, on dit, on va faire un programme pour aider telle affaire, telle affaire, telle affaire, on va mettre, mettons, 50 millions là-dessus. OK, mais c'est-tu mis à la bonne place? C'est-tu encadré pour que ça aide vraiment les gens? Mais non, tu sais, pas nécessairement, mais l'intention est bonne. Ouais, mais c'est pas que je veux pas aider, mais non, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent du monde. Si c'est sur l'argent privé, dépense ça comme tu veux, mais à un moment donné, c'est l'argent du monde. Puis justement, si ça n'a pas les résultats, ils sont c'est ça. Fait que quand on a le goût de vouloir baisser, je vais finir là-dessus, quand on a le goût de vouloir baisser la taille de l'État, on dit tout le temps, mais là, tu peux pas faire ça, t'es anti-québécois, t'es contre les Québécois, si tu veux baisser la taille de l'État, tu sais, là, on vous pose des questions, vous êtes contre les emplois de qualité, monsieur Aubé, tu sais. Fait que c'est rendu comme une sorte de sacro-saint, comme intouchable de vouloir toucher à cette patente-là. Puis c'est ça que les éternels gardiens du temple de ça, c'est majoritairement les syndicats, parce que les grandes centrales, je dirais les hautes instances syndicales, je tiens à le préciser, ils n'ont pas les syndiqués, je pense que la majorité c'est du bon monde, mais ils se font un peu fourrer présentement, là. Fait qu'on est comme un peu dans un immobilisme que on change rien, puis on bouge pas, mais à un moment donné, ça va nous sauter d'en face, puis on l'a un peu vu durant la pandémie que le système de santé, puis au lieu de vouloir vraiment se remettre en question, on est dans le déni total. Fait que c'est pour ça que moi, je milite du côté que je milite, de vouloir faire ça pour, c'est ça, m'améliorer ça. Ben moi, tu sais, j'ai pas vraiment de problème à donner de l'argent ou mettons, tu sais, mais c'est que c'est ça, c'est souvent, c'est un chèque en blanc qu'on donne, puis on fait comme, ça va aider, là. Ça va bien aider. Ouais. Mais tu sais, c'est comme exemple, je sais pas, là, tu sais, la taxe carbone, là, tu sais, ça a beaucoup fait jaser. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai comme pas. All right, OK, gars, tu mets à la taxe carbone. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu sais, ce pourcentage-là, là, on va aider. Non. Concrètement, là, dis-moi, chaque pièce où qu'ils vont, puis ça, ils sont pas capables. Pas tout. Ils sont pas capables de. Ils restent très vagues, ou sinon, tu sais, comme exemple, moi, j'avais de l'argent, là, à un moment donné, j'étais bien hippie, là, puis je mettais de l'argent dans. Dans le temps que j'avais de l'argent. ouais. Mais tu sais, pour que ça aille pour les entreprises vertes. Tu sais, ça, je voulais. Puis après ça, le gars avec qui je parlais, il disait, ben ça, là, ça va là. Puis je fais, attends une minute, ça, c'est des pétrolières, ça. Ça va pas. Comment ça fait que c'est vert? C'est pas vert? Non, mais tu sais, c'est parce qu'ils essayent de décarboniser telle affaire. Ouais, mais tu mets ça dans des crises de pétrolières, tu sais, fait que je comprends l'idée derrière, mais c'est que c'est ça l'affaire, c'est que ça reste vague, ça reste un peu de... ça a tué les résultats, ça vaut-tu le prix de décarboniser ça, tu sais? Exact. Fait que les autobus Lyon, là, on les a tous switchés, on a forcé les compagnies de transport à switcher ça. Mais c'est un bel exemple, ça, cette affaire-là de Lyon, parce que moi, peut-être tu seras pas d'accord, mais moi, je trouve que c'est super. Je trouve tu sais, tout ce qui est véhicule électrique, là, je trouve ça super... incroyable, tu sais, je trouve que c'est beaucoup d'innovation, on est exactement la meilleure crise de place au monde pour que ça marche, puis je sais qu'il peut avoir plein de défauts à ça, puis il faut faire attention, il peut y avoir des dérives, mais par exemple, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette hostie de compagnie-là? Je trouve ça épouvantable, parce qu'encore une fois, ils ont juste donné des chèques en blanc, puis ils voulaient pas perdre la face, fait que là, ils font, qu'est-ce qu'on fait? Ben, gars, là, on va te donner d'autres argent, là, mais là, essayez de faire en sorte que ça marche, là, on veut pas perdre la face. Puis encore une fois, c'est un gouffre financier qui fait juste... Parce que c'est un autre effet secondaire du fameux modèle québécois que je te parlais, parce que justement, là, on l'a vu avec Amazon, là, que ça crée son camp à cause des pressions syndicales puis tout. T'sais, on est tellement dans le tout à l'État énormément que même le privé ou l'entreprise privée, ça nous prend justement comme des milliards avec Nordvolt qui finalement ne fonctionnera pas, là, ils vont faire faillite, mais ça prend tellement d'argent public pour se rendre attractif à l'international qu'on peut juste prendre des entreprises du genre de start-up d'ici, on les graisse avec des subventions aux entreprises, que je suis zéro d'accord, le gouvernement ne devrait pas subventionner les gagnants et les perdants dans notre économie. Puis là, justement, moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement contre l'électrique, là. Au contraire, mais j'ai l'impression que, tu sais, premièrement, le salaire moyen de la classe moyenne au Québec, puisqu'on dit souvent que le Québec est riche en pauvre et pauvre en riche, là, parce que, tu sais, relativement parlant, c'est pas un reproche ou c'est pas de manière négative, je veux dire ça, c'est un état de fait, là. On n'est vraiment pas une province qui est nécessairement... c'est la plus taxée en Amérique c'est du ça. Nord. Déjà, en partant, ça aide pas, tu sais. Mais la moyenne de la classe moyenne au Québec, c'est 28 000 par année. Puis là, tu demandes à des gens, au lieu de faire une transition, mettons, de l'essence à l'hybride et de l'hybride à l'électrique, tu nous demandes de faire un esprit de switch. Tu sais, vous avez déjà joué à Age of Empire, là, c'est comme passer de l'âge féodal à l'âge impérial. Tu sais, j'ai pas les moyens pour faire ça. On va te subventionner, on va mettre ça sur la dette. Ouais, mais là, tu sais, déjà, en plus que la technologie de l'électrique, oui, elle s'améliore à chaque année, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas encore prête à 100%. Tu sais, en termes d'autonomie de la batterie, surtout dans un climat nordique comme le Québec,
aussi qui fait quasiment moins 40 à moitié de l'année. Puis surtout, en plus, puis ça revient aux affaires des autobus Lyon, par rapport en carboneutralité ou en gaz à effet de serre, c'était pas mal relativement égal. Parce que par définition, que tu enlèves 100 chars du parc autoroutier en mettant, mettons, des gens dans un autobus à diesel, ben, par définition, t'en sauves autant parce que tu en as enlevé 100 qui consommaient du gaz, 100 chars. Fait que ton autobus soit électrique ou au diesel ou hybride, t'as déjà enlevé 100 personnes dans le chemin avec le char. Fait qu'en rendu là, c'est minime, surtout en plus la plus grande joke, parce que c'est le PCQ et Éric Duhem qui avait sorti ça, c'est que la batterie de l'autobus Lyon prenait tellement d'énergie que la chaufferette était au diesel. Dans l'autobus Lyon parce que il n'y avait pas assez d'énergie pour finir la chaufferette. C'est quoi, là? Puis il n'y avait même pas de système antipolluant sur le système diesel. Fait que, mais peut-être que c'était pas les bonnes personnes qui étaient à la tête de c'est ça là, aussi, mais je me dis, c'est rendu plus du signalement de vertu qui coûte crissement cher aux contribuables que nécessairement qui amène de vrais résultats, tu sais. Mais ça, au Québec, par exemple, avec Hydro-Québec, tu sais, puis tout, c'est ça, les centrales hydroélectriques, tu sais, on serait la meilleure place pour pouvoir faire ça. Mais là, on est à la meilleure place, mais on s'arrange pour manquer d'électricité, imagine-toi donc. Mais ça, c'est nouveau, ça, cette affaire-là. C'est mal géré à côté, là. Puis, tu sais, on avait déjà fait le PCQ, puis en passant, je tiens à préciser, là, tu sais, ça, je milite au PCQ depuis ce temps-là avec Eric, puis c'est ça, je suis toujours membre là-dedans, là. Marie, j'ai pas de poste officiel, mais on avait fait un genre de colloque en début 2023 sur justement l'énergie, tout ça. Puis on nous avait dit explicitement pour les projets d'hydroélectricité, la majorité des méga projets, comme mettons Manic 5, La Grande, les méga projets, des rivières, dans même, il n'y en a quasiment plus. C'est pas mal fini, mais c'est logique. Hydro-Québec, au fil des décennies, ont commencé avec les places qui allaient donner plus de rendement énergétique, c'est logique. Là, on est plus rendu avec des projets plus petits puis plus moyens. Mais Hydro-Québec ont comme un genre de tête de cochon que c'est pas un certain nombre de kilowattheures, ils veulent rien savoir des petits projets. Même si ce serait, mettons, en collaboration avec les Autochtones, ouais, mais le problème, c'est qu'on est rendu à un moment que si tu veux davantage d'énergie, ben, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre des projets plus petits, mais en plus grand nombre pour compenser, puis s'ajuster à l'augmentation constante des besoins d'électricité, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Il y a moyen de le faire avec l'électrification des transports. Mais c'est ça. Tant que c'est pas le gouvernement qui copine là-dedans puis qui met ses doigts dedans puis qui finance pas à grands coups. Mais tu sais, le point de tout ça, depuis quand j'avais commencé à parler, c'était juste que moi qu'est-ce que j'aimerais, là, tu sais, ça serait que, réduire la taille de l'État de beaucoup même, mais si on peut qu'il y ait plus de vérificateurs généraux, tu sais, qui donnent, qu'il faut qu'ils rentrent. Un Doge, tabarouette. Qui rentrent, ben, tu sais, c'est parce que là, le monde, ils ont comme une mauvaise interprétation. Mais un équivalent d'un Doge québécois, tu sais. Mais moi, c'est vraiment une vérificateur général parce que pour que justement, tu sais, il y a bien des pays scandinaves, c'est ça que c'est, tu sais, tu peux pas dépenser une scène sans avoir la facture puis montrer exactement comment tu l'as dépensé, à qui où ça est allé, puis pourquoi. Ou souvent, il y a une règle. Mettons du 1 pour 1, mettons, tu rajoutes une règle, il faut que tu t'enlèves une autre quelque part. Ben, c'est ça. C'est du one for one. Ça, je trouve que c'est ça qui manque beaucoup parce que là, c'est encore une fois, c'est ça, c'est des chèques en blanc, puis on s'en calisse, puis même de l'argent. Tu sais, il y a tellement d'argent qui est dépensé que là, en plus, maintenant, c'est rendu une affaire de chiffres. Là. C'est tellement des gros chiffres, maintenant, ça veut même plus rien dire. Non, c'est ça l'affaire, parce que ça n'a jamais été au Québec, là. Puis c'est la raison aussi pourquoi je milite en politique en général, au-delà de dire « Ah, t'aimes pas les Québécois? » Non, c'est pas ça. Il y en a qui traitent c'est souvent les gens qui disent avoir un discours de vouloir réduire la tête de l'État, on dit qu'ils font du Québec bashing. Non, c'est pas ça, c'est qu'on le voit, le sous-potentiel des Québécois qui est étouffé par cette crise d'État-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a jamais été une question d'argent. De l'argent, on a en masse. Mais c'est comme éternellement essayer de remplir une chaudière percée. Tu réussiras pas. C'est même pas les gens, c'est l'organigramme. C'est de la manière que c'est fait, mais il y a tellement de gens qui veulent garder le statu quo puis qui veulent rien changer de ça. Mais pourquoi qu'on ne réussit pas à en enlever de la taille de l'État? Le gars, il a essayé. Il a essayé, il a dit qu'il allait le faire, tu sais. Il l'a pas fait. Ben, c'est ça, tu sais, le seul genre qui l'a fait, en tout cas, de me souvenir, c'était un peu Gaétan Barrette. Un peu, mais encore là, ça, c'est une grosse fake news qui a été faite des médias traditionnels, puis au niveau économique, on a étudié beaucoup là-dedans, puis l'IEDM en a parlé, l'Institut économique de Montréal.
On dit souvent l'austérité libérale. Puis écoutez, j'ai jamais été membre du Parti libéral du Québec. J'ai voté pour eux une fois, puis c'était à l'époque de mon député local, puis ça avait rien à voir. J'aimais pas Jean Charest en tout. Non, mais pour vrai, c'est ce genre de député, tu sais, que peu importe sa couleur, c'était vraiment différent. Mais c'est ça. Je suis pas vraiment, j'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, mais tous les chiffres démontrent que durant la dite austérité libérale, qui était pas de l'austérité, il n'y a pas eu de la réduction de la taille de l'État, il y a eu une réduction de la croissance des dépenses. Fait que les dépenses ont continué. Ils ont juste été moins fortes que les autres années d'avant. Puis on voyait ça quasiment comme c'était la fin du monde ou quoi que ce soit. Le dernier qui a réellement fait le ménage, pour vrai, c'était Lucien Bouchard à la fin des années 90. Durant le fameux déficit, l'équilibre zéro, déficit zéro. Tu sais, le gars, puis il mettait son lit de camp dans son bureau de PM, puis il travaillait fort. Tout ça, c'est le dernier, puis c'est d'ailleurs lui qui a créé la loi sur l'équilibre budgétaire. Là. Mais pourquoi qu'on n'arrive pas à en enlever? Ça, c'est la grande question. C'est que là, parce que justement, il y a des gens qui vivent de ce système-là. Puis aussi, moi, de qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est ça, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un qui vient de ce milieu-là de couper son propre monde. Exactement. Fait que c'est comme il y a un conflit d'intérêts. Présentement, là-dedans. au Québec, il y a environ une personne sur 4 ou sur 5 des gens qui travaillent de près ou de loin pour le gouvernement. Mais on peut le faire par attrition. Attrition, absolument. Tu sais, genre, fait que ceux qui partent à la retraite, ben, tu rengages pas après. Là, mais ça prend énormément. Tu sais, quand M. Legault disait que ça prend, c'est sa canisse à courage, là, pour faire des projets, là, tu sais, ça prend un esprit de canisse à courage pour y aller, pour vraiment, parce que justement, t'affrontes la machine. Puis la machine, elle sait se défendre en tabarouette. Puis elle va jusqu'à l'intimidation. Là. On le voit dernièrement avec le ministre Jean Boulet, la CAQ là, avec la CSN, puis tout. Là, puis le gars, Jean Boulet, c'est pas mon préféré non plus, mais ça se fait pas. Là, aller dans sa résidence privée, puis commencer à vouloir quasiment menacer sa famille. Menacer, tu sais. Pas violemment. Ah non, ils ont été salauds. Là. Les syndicats, ça date pas d'hier. Et en passant, je tiens à préciser, là, je ne suis pas un anti-syndical. Moi, durant la pandémie, je travaille dans une usine de métallurgie à Montmagny, là, puis le gars le plus conservateur de l'usine, c'est le représentant syndical. Fait que, tu sais, je m'adonne crissement bien avec ce monde-là, puis selon moi, un peu comme dans le fameux équilibre qu'on parlait, là, les syndicats ont leur place au Québec dans une manière équilibre au patronat. C'est parfait. Par contre, mais t'es obligé d'être syndiqué. C'est ça l'affaire. Moi, à chaque fois que tu m'obliges ou tu me censures ou est-ce que tu me perds dans c'est ça l'affaire. Parce que là, ça revient au point, c'est que là, on a des grandes centrales comme la CSN, avec Caroline FTQ. Sainte-Ville, avec la FTQ comme Magali Picard. C'est que la manière que notre système est fait à cause de ce qu'on appelle la formule RAND, là, c'est que c'est illégal. Tu peux te désaffilier d'un syndicat, mais c'est vraiment compliqué. Mais normalement, quand tu rentres dans une entreprise, comme dans une usine ou quoi que ce soit, tu rentres déjà dans le système puis tu commences déjà à payer des cotisations avant même d'être syndicat officiellement, puis c'est illégal de pas en faire. C'est ça. Au lieu de faire comme aux États-Unis ou dans d'autres pays dans le monde où c'est que tu choisis ou non de t'adhérer à un syndicat pour te représenter de ci, de ça. Ce qui fait que justement, ces centrales syndicales-là, les hautes instances, je parle bien, je ne vise pas les travailleurs qui sont syndiqués, ça fait que, sachant qu'il n'y a plus aucun incitatif à représenter réellement la volonté des travailleurs, parce que justement, ils donnent leur cotisation, puis ils pourraient, s'il y avait la possibilité, de crisser le camp si tu penses pas comme eux autres. Ça fait que tu as des gens comme Magali Picard puis Caroline Sainte-Ville qui disent représenter comme Magali Picard, qui est présidente de la FTQ, qui est majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement dans la construction, des gars quand même relativement de droite en termes de pensée politique. Généralement parlant, qui a des discours quasiment dignes de Québec solidaire, contre, mettons, Pierre Poilievre dans la dernière élection fédérale, qui ont dépensé 200 000 $ des cotisations des membres pour faire des genres de TikTok puis des genres de podcasts pour dire que les conservateurs, c'est des trucs de cul. Votez tout ce que vous voulez, là, mais votez pas conservateur. Fuck off! C'est pas son rôle pantoute. Puis on l'appelait Magali Dubaï, elle, puis je sais pas, mettons, 70 membres de la FTQ, durant la méga manifestation pour les travailleurs du gouvernement, était à Dubaï pour la COP, pas tant de trucs. Moi, que le syndicat envoie des membres, je la comprends pas, mais que des syndicats votent par vote secret, individuellement en majorité, d'envoyer des membres de ce syndicat-là puis de payer pour ça, je n'ai aucun problème. Démocratie syndicale, je respecte ça 100%. Mais il n'y a personne qui vote que choisit ça, qui a voté pour ça, des membres pour ça. Fait que littéralement, notre système syndical actuel, majoritairement, je te dirais, est vraiment le gros bâton, je vous dirais, en termes de financement, en termes de ça, puis en termes de non-transparence, c'est les syndicats qui les ont. Non, ils devraient m'offrir le choix. Le choix, puis présentement, c'est littéralement une prise d'otage. Les membres des syndicats, les syndiqués qui travaillent dans une usine ou dans la construction, sont pris en otage par des gens qui ne représentent souvent, en très forte majorité, même plus leurs valeurs. Puis moi,
l'idéal, ce serait qu'il y ait des syndicats de gauche, qu'il y ait des syndicats de droite, mais avec des gens qui leur... Comme n'importe quelle association, c'est comme un parti. C'est comme si moi, je serais obligé de donner de l'argent puis avoir ma carte de membre de Québec solidaire. Alors que moi, je suis zéro Québec solidaire, les idées, mais que ce soit Ruba Gazal qui a pas le choix de me représenter, puis qu'elle n'ait même pas besoin de me consulter pour dépenser mon argent, mettons, je sais pas, pour la faire à Gaza, de dire, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, c'est illégal pour moi de sacrer mon camp de ça, puis de plus donner d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Il est où la démocratie là-dedans? Puis tous ces gens-là, justement, puis en plus, ces gens-là, comme Senneville et Picard, s'en vont dans les médias, puis ils disent avoir une représentativité. On représente 600 000 travailleurs. Tu demanderais à ces gens-là, pour vrai, s'ils auraient le droit, si tu les représenterais pour de vrai, c'est de la pure bullshit. Et selon moi, c'est ça. C'est vraiment... Je suis en faveur qu'on casse, c'est vraiment remettre le pouvoir dans les mains des travailleurs, qu'il y ait vraiment une réelle transparence, que les estis de vote syndicales, ça soit pas à main levée avec la peer pressure, avec 200 000 personnes dans la salle, 2000 personnes, ça soit vraiment à vote secret, puis que les gens... Justement, s'ils sont si extraordinaires ça pour présenter les travailleurs, ben donnez-leur le choix de rester s'ils veulent, ou de sacrer le camp. Là, on va le voir pour de vrai si vous les représentez. Mais ces gens-là, justement, la raison pourquoi je te disais qu'on a de la misère à changer ou à réformer l'État ou à le réduire, c'est que la majorité des gens dans le secteur public, 85%, sont syndiqués. Les journalistes, les fonctionnaires. Fait qu'eux autres, ils vivent de ces cotisations-là, de ces gens-là. Fait que si tu dis du jour au lendemain, on veut coûter 20 000 employés de l'État, donc 20 000 personnes qui ne donnent plus d'argent, même si ce serait bénéfique pour le public, pour la société, pas en tout. Tu m'en cagnotte. Ouais, c'est pas moi. Tu sais, puis un peu comme Régent Breton disait dans L'illusion tranquille de Joanne Marcotte, le documentaire qu'ils ont fait il y a au-dessus de 20 ans, que t'écoutes ça, il n'y a rien qui a changé dans tout, on est aussi endetté qu'il n'y a pas. Ces gens-là ne se soucient jamais de la capacité de payer de l'État. Quand est-ce que tu entends un syndicaliste nous dire, ou un représentant syndical nous dire que hey, là, on demanderait de l'argent, mais on voit clairement que la situation, les Québec, on n'a plus les moyens, on est endetté? Jamais. Jamais. Il n'y a jamais assez d'argent pour ces gens-là. Il y a toujours plus de cash à aller chercher. Puis les gouvernements, avec les gouvernements qu'on a eus, peu importe la couleur, ont tellement pas de courage à le tenir tête, qu'ils font pipi gazette, puis ils s'agenouillent devant eux autres. Puis c'est carrément, tu sais, les vrais dirigeants du Québec, dis-toi que c'est ça, c'est pas uniquement, c'est pas tout le temps les gens qui sont à l'Assemblée nationale, on va dire ça comme ça. Il y avait Fitzgibbon, man, que je l'avais écouté dans un vidéo short, tu sais, puis ça disait, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut continuer à subventionner l'échec, tu sais. Puis là, il disait, genre, dans une tu sais, je comprenais le sens. Ça paraît pas son argent. C'est ça, je comprenais le sens de qu'est-ce qu'il voulait dire, tu sais, que c'est pas parce que maintenant un projet il a pas fonctionné, que c'est un mauvais projet. Mais je suis comme, Chris, tu peux bien dire ça quand c'est pas ton cash? Ben, c'est exactement ça. Parce que c'est ça que Milton Friedman, l'économiste américain, expliquait, tu sais, c'est clairement, il y a 4 manières de dépenser ton argent. Soit tu dépenses ton argent pour toi-même. Fait que rendu là, tu le dépenses de manière normale puis équitable parce que tu sais que c'est ton cash. Tu peux dépenser ton argent pour quelqu'un d'autre. T'es encore là, tu peux dépenser aussi, mais t'es quand même pas pire. Soit tu peux dépenser de l'argent de quelqu'un d'autre pour toi. Là encore là, tu penses à toi, mais le pire, c'est quand tu dépenses l'argent de quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que le gouvernement se trouve. Par définition, il va y avoir des pertes qui vont se faire. Mais justement, il n'y a pas, comme tu l'as dit, ça prend plus de vérificateurs, il n'y a pas de due diligence. Là, on prend ça pour du cash, puis l'État est rendu carrément un ogre obèse morbide, que même les politiciens, les sous-ministres au gouvernement ont plus de pouvoir que les ministres. Les ministres, c'est des porte-parole. Ils arrivent là, puis ils en ont vu d'autres ministres avant eux autres. Là. Ça clique. C'est ça. Puis la machine se défend, puis elle ne voudra jamais changer, mais le problème, c'est que ça va venir par nous étouffer. Parce que quand je te parlais tantôt du potentiel des Québécois, moi, la raison pourquoi je milite là-dessus, c'est pas pour avoir faire chier les gens qui sont dans l'État, qui travaillent pour l'État ou quoi que ce soit. C'est que je vois clairement qu'on a un Christi de potentiel de mongol. Puis on est déjà très fort pour ce qu'on est, mais c'est comme si on fonctionnerait avec 20% d'oxygène, on est déjà bon. Imagine à 100%. Une industrie, puis je vais faire ça rapidement, une industrie que je donne tout le temps un exemple, c'est l'industrie de la restauration. C'est pas la seule, mais c'en est une. Malgré quasiment que ça te prend quasiment 5-6 permis ouvrir un restaurant avec un bar qui sert de l'alcool au Québec. La MAPAC, moi j'ai été laitier, là. Tu trouves que Revenu Québec est stilté avec les inspections, là? Pas aux inspecteurs de la MAPAC. C'est moi. C'est une autre histoire complètement. Fait que la MAPAC, la réglementation, les règles, les taxes, de ci, de ça, toujours plus, toujours moins. Crème, on a des astis de beaux restaurants au Québec. C'est pas juste des franchisés, oui, mais tu sais, des restaurants vraiment qui se démarquent, qui font de la style bonne cuisine. Ces restaurants ont eu des étoiles Michelin de plusieurs restaurants à Montréal, à Québec. Qu'est-ce que c'est de bonne industrie? Mais moi, je vois ça comme une fleur
extrêmement belle qui pousse dans le désert. Tu sais, au Québec, là, dans l'espace public, l'entrepreneuriat, c'est zéro promu, puis c'est tant l'État qui dépense pour tout. Fait que moi, je compare ça à mettons, un gars qui fait du barbecue, qui est restaurateur au Texas, où c'est que le gouvernement est quasiment jamais dans ses jambes, qu'il y a très, très peu de réglementation, qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Le gars fait du bon stock. Mais si du jour au lendemain, le restaurateur québécois, qui a 3-4 bâtons dans ses roues en partant, puis il réussit à nous faire un produit supérieur, sinon au-delà de la moyenne mondiale, puis tu y enlèves ces bâtons-là, puis tu le mets en compétition avec le gars du Texas, sky is the limit, mon ami, on va les torcher, là, parce qu'on a comme été endurci par une présence omniprésente de l'État dans tellement d'industries que le fait de vouloir simplement libérer ça, ça va être vraiment une opportunité incroyable pour se rendre justement plus prospère, plus riche, puis justement se faire connaître à l'international aussi, tu sais. Mais c'est ça que PSPP il veut faire. C'est ça son plan. Ouais, ça reste à voir. Au lieu d'attirer des Nordvolt puis de dépenser énormément d'argent pour attirer ces grosses multinationales-là, lui, il veut au contraire mettre cet argent-là dans des PME, puis qu'eux autres, ils puissent grossir, puis aller devenir un fleuron, devenir un bon bertier, mais justement, les fleurons, c'est pas nécessairement... Moi, je parle pas des deux côtés de la bouche. Là. Selon moi, les subventions aux entreprises, que ce soit international ou local, ça ne devrait pas exister. C'est pas l'État qui devrait décider des gagnants ou des perdants. Tu sais, comme Girardin à Drummondville pour les autobus Lyon, ou quoi que ce soit, tu sais, que le gouvernement faisait littéralement de la compétition contre eux-mêmes parce qu'ils subventionnaient leurs compétiteurs, ça devrait pas être ça. C'est le libre marché à choisir là-dessus, puis autant que je comprends, oui, le gouvernement peut créer des projets, puis qu'à la limite mettre un peu d'argent ici et là. À la limite, je suis peut-être un peu ouvert à ça. Par contre, que ce soit genre le gouvernement à plus de 60-75% qui met de l'argent. Ouais, c'est ça. Parce que le gouvernement en partant, là, c'est un Christy de mauvais employeur. Là. Fitzgibbon, là, on parle souvent de la main de Midas. Tout ça, je transforme en or. Là. Lui, c'est quasiment c'est le contraire. C'est la main brune. Tout ce qui touche, je transforme en marde. Fait que c'est pour ça que le gouvernement, en termes économiques, est pourri pour choisir les gagnants et les perdants. Est-ce qu'à la limite, il pourrait avoir davantage pour, mettons, les startups, mettons, les petites entreprises, parce qu'on est une économie de PME. Hein. À 95-98%, c'est des petites et moyennes entreprises. Les méga multinationales, il n'y en a pas 36 000 au Québec. Non. Quasiment le 3/4 sont à Varennes. Ça finit quasiment là. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y aurait quelques programmes ici et là? OK, je suis jasable, mais commencez à avoir décidé, on va donner 50 millions à ci, 50 millions à ça. Le gouvernement est le plus mauvais pour choisir dans l'économie, peu importe l'industrie c'est quoi, puis moi je ne fais pas confiance avec ça. C'est pour ça que PSPP, je comprends que PSPP, personnellement, je ne le considère pas comme un mauvais politicien. Je pense qu'il y a des bonnes valeurs. C'est un politicien qui a un bon fond. C'est pas le pire qu'on a eu. Puis, en tout cas, si c'est le premier ministre, ce sera peut-être pas le pire premier ministre qu'on aura eu. Mais je trouve qu'encore là, c'est vouloir changer, un peu comme tu as fait avec ton studio aujourd'hui, c'est changer les meubles de place en pensant faire quelque chose. C'est comme tourner toujours autour du pot sans pas voir l'éléphant dans la pièce. Le problème, c'est pas parce que les autres ils ont mal géré, nous autres on va gérer mieux. Non, le problème, c'est que l'État est rendu trop big, arrêtez. On a passé 25 ans, 30 ans avec des gouvernements péquistes, libéraux, rendus caquistes à vouloir se cacher les yeux, puis à pas regarder le problème, puis toujours mettre ça en dessous du tapis. Mais là, comme je dit à Martineau, le tapis, c'est rendu un tipi tellement qu'il y a de la poussière en dessous. Puis personne n'ose l'admettre parce que personne ose faire le fameux ménage. C'est un peu comme les émissions, là, les hoarders, ceux qui ramassent quasiment. Tu sais, moi, tu sais, les gens, après ça, les médias se demandent pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont à droite. Puis comment ça, il y a des gens qui sont de plus en plus avec un discours davantage de droite, plus saucé qu'avant. Parce que justement, il y a 20 ans, on aurait pu faire ce ménage-là, puis ça aurait été beaucoup moins pire. Mais le problème, c'est que plus qu'on attend, plus ça va faire mal. Ouais. Plus ça va prendre un bon vieux remède de cheval. Puis c'est pas parce que je veux pas que ça arrive. Mais plus on attend, c'est ça que ça va besoin, parce que les petites réformettes, ça sera plus suffisant. Puis je sais que PSPP a un bon fond, puis il y a une bonne intention, mais malheureusement, est-ce que ça pourra aider un peu? Oui, mais ça ne réglera pas le problème, parce que le problème est fondamental. Mais tant qu'aussi longtemps qu'on ne l'admettra pas, puis là, c'est juste une partie conservateur du Québec, personnellement, je trouve qu'il le reconnaît, que le problème, c'est littéralement le modèle québécois. Dans sa forme actuelle, on s'en sortira pas. Mais tu as entendu se prononcer sur le fait qu'il ne voudrait pas réduire la taille de l'État? Il veut réduire. Moi, je l'ai juste pas entendu. Le fameux, il dit il est ouvert à réduire certains fonctionnaires, mais encore là, l'éternel mantra que souvent, tu sais, on dit souvent qu'au Québec, l'éternel crossoriage, c'est que tu te promets à droite puis tu gouvernes à gauche, là.
Okay. C'est ça que t'as peur? Ben, Jean Charest, 2003, la fameuse réingénierie de l'État. Il s'est fait élire en promettant à droite, à gauche, on oublie ça. Il y a eu la DQ un bout de temps qui a passé proche de se faire élire, finalement, ils ont eu l'opposition officielle, ça n'a pas trop marché. La CAQ arrive. On va réduire la taille de l'État, on va exploiter nos ressources naturelles, le pétrole, le gaz naturel, de ci, de ça. Rentre au pouvoir, un an après, grénitude, on gouverne à gauche, l'État. Ça a toujours été comme ça. Puis à un moment donné, politiquement parlant, c'est une dette politique qui s'accumule. Le PCQ ne serait même pas là aujourd'hui si Jean Charest avait fait la régénérie de l'État ou si Legault aurait fait ce qu'il aurait promu. Tu comprends? Fait que c'est aussi simple que ça. C'est pas c'est primordial. Parce que c'est fondamental. Tout part de là. Même la culture ou la langue française, qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard. Tant qu'aussi longtemps que, justement, toute cette tour, puis quand je parlais que les gens étaient étouffés, dans la culture, c'est la même affaire, là. C'est vraiment, oui, je comprends qu'il faut garder une culture vivante québécoise, mais également aussi que ça soit uniquement monopolistique. C'est la question de la langue française aussi, mais dans un certain cadre, mettons, faut que ce soit sur une scène, faut que ça soit de l'humour, soit du théâtre, soit du cinéma, soit de la chanson, mais OK, mais le reste, parce que, tu sais, mettons, on a parlé il y a une couple de mois, tu sais, c'était la grande affaire, justement, il faut subventionner la culture, il faut subventionner la culture. Mais ces mêmes gens-là, on lui demanderait, OK, Void Void, c'est de la culture québécoise? Non. Simple Plan, c'est de la culture québécoise? Non. Il est là le problème. C'est que, OK, mais par définition, tu te tires dans le pied parce que je comprends qu'il faut défendre la langue française, je suis d'accord. Mais c'est comme un cuisinier qui cuisine tout le temps du poulet, là. Il y a des cuisiniers qui aimeraient ça cuisiner d'autres choses. C'est parce qu'ils n'aiment pas le français. Il y en a qui chantent français, il y en a qui chantent dans plusieurs langues. Mais le fait que ce soit à l'international, ça va au-delà de ça, j'ai l'impression. Puis le fait que ça soit uniquement qu'on ait comme hijacké le terme culture à uniquement ce qui se fait au niveau artistique, alors que selon moi, la culture, c'est une culture qui est vivante, et c'est pas uniquement l'artistique, ça en fait partie, mais c'est également les cultures sociales, oui, la langue, mais également la bouffe, la manière de parler, les accents locaux, les expressions de ci, de ça. T'sais, au Québec, on dit jamais, c'est pas du maïs soufflé, c'est du popcorn. Au Québec, c'est pas un grille-pain, c'est un toaster. Tu sais, comprends-tu? Ça paraît con, mais c'est de même la culture. La culture, c'est vivant et ça bouge. T'sais, au Japon, la culture japonaise, c'est pas juste des shows de samouraïs puis des combats de sumo, là. Tu sais, c'est la culture, c'est maintenant que les gens se parlent, les interactions dans l'espace public, la manière de penser. On va dire qu'au Québec, la culture, c'est juste dans un théâtre sur la rue Saint-Denis. Puis je dis pas que ça en fait pas partie, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. Mais c'est quoi exactement ta réflexion là-dessus? Parce que là, des fois, j'ai un peu de la misère à suivre. C'est que, premièrement, c'est ça, tu sépares la culture qui n'est pas juste artistique, tu sais, puis ça, je suis très d'accord avec toi. Puis tu sépares aussi la culture de la langue française, tu sais, parce que le français... Ça en fait partie, j'en conviens. OK, fait que... Mais c'est quoi ton point, tu sais, parce que maintenant, tu sais, si on pogne l'affaire des Japonais, que je suis très d'accord avec toi, mais tu sais, eux autres sont pas ensevelis à l'entour de 400 millions d'anglophones, c'est sûr. Fait que c'est sûr. Tu sais, nous autres, faut qu'on se batte avec ça. En plus, on n'a pas les moyens. Tu sais, comme maintenant, je t'avais entendu dans un TikTok, justement, que tu m'avais fait bien tilter là-dessus, que tu donnais des exemples écœurants, tu sais, Radio Enfer, une galaxie près de chez vous, Watatatao, tout ça. Nous autres, on est un peu jeunes pour ça, là, mais tu sais, on écoutait ça, puis ton argument était bon, tu sais. J'écoutais ça pas parce que c'était en français. J'écoutais ça parce que c'était bon. Parce que c'était bon. Mais en même temps, à quoi ça se comparait, ça, dans ce temps-là? Il y avait beaucoup de compétiteurs à l'époque. Il y avait des compétiteurs, mais c'était quoi? C'était genre Dawson, Gilmore Girls. Ah, plus que ça, il y avait... Mais mon point, puis je vais te laisser aller après. Ouais, vas-y. Mon point, c'est que la compétition était quand même encore loyale, on peut dire, tu sais. Parce que là, la qualité était pas différente d'un Galaxy près de chez vous à un Dawson, tu sais, c'était sensiblement un peu la même affaire, tu sais. Plus local, mais ouais. Ouais, c'est ça, exact, même au contraire, c'était comme l'avantage d'écouter ça, ils parlent comme moi je parle. C'est ça. Il y a les référents. Dans une galaxie, c'est la série qui a forgé le parti de mon enfance, mon adolescence. C'était écœurant. Puis techniquement, c'était plus low budget que les autres shows américains, mais je trouvais ça plus le fun. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, on peut pas comparer qu'est-ce qui pourrait se faire ici. Ah non, parce que tu sais, c'est arme Ah non, absolument. Vraiment inégal. Avec l'Internet, Netflix et tout, c'est rendu justement sky is the limit. Mais justement, c'est également une opportunité. Au-delà de,
il y a eu des discours dans les 6-7 dernières années, là, quand il y avait eu, ça prendrait-tu un Netflix ou un Amazon québécois? J'étais comme, non, s'il vous plaît. Arrêtez de vous replier sur vous-même. Je comprends, il faut défendre la langue française, il faut faire la promotion, il faut faire des promotions en français. Je suis 100% d'accord. Mais justement, on a une opportunité. Penses-tu vraiment qu'une série comme La Casa del Papel, qui est en espagnol, puis comme Le Jeu du Calmar, qui est une série fucking coréenne, que les gens ont majoritairement écouté ça avec des sous-titres, c'est devenu populaire parce qu'ils se sont dit on fait notre propre plateforme coréenne? Non, ils se sont dit ok, Netflix est là, Amazon Prime est là, Disney Plus est là, on va se servir des plateformes pour pousser notre, mettons des séries comme Black Mirror, là, ou Séries Noires, là, profitons-en, même des beaux malaises avec Martin et Matt, sur Netflix à travers le monde, là. Puis on peut en voir partout, puis je pense que c'est justement en mettant ça, est-ce que ça soit toujours populaire, un éternel succès international? Non, par définition. Les gens écoutent ce qu'ils aiment ou quoi que ce soit, mais les gens sont prêts à choisir des séries, des fois dans les langues qui sont aucunement à leur, mais qui trouvent bon pareil, parce qu'ils sont prêts, surtout parce que de plus en plus, notre génération, puis ceux à travers le monde, parlent davantage plus de langues que la génération de nos parents, nos grands-parents. Fait qu'ils sont plus ouverts à ça. Puis aussi, ils se rendent compte, ils sont capables de voir la qualité au-delà du fait que c'est pas la même langue, par exemple. Et c'est pour ça que moi, je me dis, OK, faut faire du contenu ici, oui. Il faut faire justement du stock qui est bon, qui nous représente de plus en plus, qui viennent vraiment chercher les gens. Mais il faut pas s'empêcher non plus de mettre notre stock, parce qu'on n'est pas moins bon que les autres. On est même aussi bon, sinon meilleur. Mettons notre stock de l'avant, mettons-le sur les plateformes, puis justement, faisons des deals avec eux autres pour justement mettre notre stock d'avant. Puis je pense qu'on va être aussi meilleur et aussi attractif, sinon pas plus que les autres. Je pense qu'il faut se donner confiance. J'ai l'impression qu'un peu notre côté est mené pour un petit pain qui ressort là-dedans. Puis je comprends, on a une situation, le village gaulois entouré des Romains anglophones canadiens qui nous entourent, il y a cet aspect-là, j'en conviens. Mais c'est pas non plus en se mettant tout entre notre petite gang, en fermant la porte, en crissant la clé par la fenêtre qu'on va plus s'aider. Je pense que c'est davantage plus en prenant ça, le taureau faire les cornes, puis en affrontant ça, puis en se donnant nos propres chances là-dedans, qu'on va peut-être finir par s'en sortir à un moment donné. Mais moi, ça peut juste aider. Mais je verrais pas un qui empêcherait l'autre, qui aille le Netflix québécois en même temps. Ils ont essayé avec Cube Musique, ça n'a pas marché. Non, mais ça, c'est parce que pour vrai, puis je suis d'accord avec toi, là. Moi, je trouve ça, on dirait qu'ils sont totalement déconnectés de comment que ça marche, de rendre ça de facile, accessible, pas cher, man. Tout le monde va y aller, même si tu sais quoi qui est encore plus beau là-dedans, il y a du monde qui sont comme, moi, si c'est québécois, je suis même prêt à payer un petit peu plus cher, moi tout! Tu sais, je vais le faire parce que je veux que ça reste moi, je veux un exemple. Mais man, tabarnak, ils ont des, tu sais, ça a pris je sais pas combien de temps, tabarnak, à Vidéotron québécois de mettre c'était quoi? Je pense que c'était une affaire, ça s'appelait Vrai, puis Illico, puis là, les mettre ensemble pour en faire. Hey, regarde, tu vois le modèle d'affaires de Netflix? Fait la même hostie d'affaires, câlisse. Oh non, c'est des messages américains, on va faire ça différemment, nous autres. Souvent, c'est ça, hein. On dirait que pas tout le temps, mais souvent, au Québec, on a plus un genre de réflexe de, mettons, il y a un modèle qui marche ailleurs, mettons, aux États-Unis. Mais c'est les méchants américains, on va faire de quoi de différent parce que, tu sais, les Québécois, on est différents par définition, francophones en Amérique. Fait qu'on est comme subconsciemment parlant, on fait de quoi de différent, pas parce que ça marcherait, parce que c'est différent. Il y a comme un peu, puis des fois, majoritairement, ça nous aide pas trop. Mais non, absolument, je l'avais dit dans le clip TikTok, que moi, je joue pas à Assassin's Creed, parce que je me dis, c'est québécois, faut que j'encourage les producteurs québécois. Non, parce que c'est bon, c'est le fun, c'est crispement le fun. Puis c'est le fun, c'est fait ici, je suis content que c'est fait ici. Mais c'est pas dans mes arguments de vente de dire que absolument parce que c'est fait au Québec ou c'est produit au Québec que je vais l'acheter. Il est-tu bon ton produit? Que ce soit n'importe quoi, que ce soit du linge, que ce soit de la bouffe, que ce soit des jeux vidéo. Autant que j'ai une fierté que ce soit fait dans mon patelin qui est le Québec. Mais pour moi, c'est pas un deal breaker dans le sens que je vois ce que je veux dire. Mais je suis davantage favorable parce qu'il y en a davantage, bien évidemment. Mais moi, je sais pas c'est quoi pourquoi que ça fonctionne pas ou qu'est-ce qu'il y a en arrière de la réflexion parce que, tu sais, mettons, on dirait, moi je trouve, là, tu sais, il y a bien des émissions au Québec que j'écoute pas parce que ça a l'air d'être la même histoire, ça va être la même affaire. Mais. Ouara, Yamaska. C'est soit des émissions d'humour ou des émissions de drame dépressif. Oui, c'est ça. C'est tout le temps dramatique. Puis là, c'est comme, c'est soit, bon, là, c'est les militaires, ok. C'est juste le domaine qui change, ok. Là, c'est des infirmiers. Là, c'est les policiers, là, c'est. Puis Amand a essayé d'aller ailleurs. Il y avait eu une opportunité. Quand il y avait eu il avait annoncé la série politique La Maison Bleue.
Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. À l'époque, ils disaient, OK, ça serait comme une genre de série fictive. Ouais, c'est Havard qui est derrière. C'est ça, que, mettons, si le référendum aurait été gagnant, qu'est-ce qui aurait eu lieu? Moi, au début, je pensais que c'était vraiment genre, OK, on va vraiment se mettre on va vraiment se penser pour faire ça le plus sérieux possible. Je me dis, tabarnak, ça va être extraordinaire. C'était de l'u-comédie. Je suis comme, non, s'il vous plaît. J'ai rien contre les comédiens qui ont joué là-dedans, mais je crée. Tu sais, la série du Plessis, des années 70, on en parle encore, là, on en veut de ça, tu sais. C'est sûr que moi, je suis un petit peu de politique, bien évidemment. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que la TV québécoise, ou du moins le Star System, je sais pas comment appeler ça, nous a comme perdus. Parce que justement, ce que plusieurs dans la droite économique, c'est un terme qui est inventé par Dominique Moret, puis ça, le fameux dôme québécois, tu sais, unilingue francophone, a fait que ça a protégé beaucoup la culture de l'influence étrangère, américaine, anglophone, malgré qu'il y a quand même eu le rock'n'roll qui est rentré aussi, tout ça. Mais ça a quand même protégé ce Star System-là d'avoir relativement du bon stock. Puis oui, il y a eu, comme je dis, des émissions jeunesse à l'époque, mais avec l'Internet, ça s'est comme pas renouvelé. Ils ont comme continué à parler uniquement à la génération de nos parents, aux baby boomers, puis à faire ce genre de série-là, mais ils nous ont comme échappé. Puis moi, je trouve ça plate, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que Vrac TV, la raison pourquoi ça n'existe plus, c'est que justement, pendant un bout de temps, ils ont été, à l'époque, ils ciblaient ma génération qui était ado à l'époque, mais ils ont fait l'erreur de suivre ma génération au lieu de rester ado. Ils ont comme passé de chaînes de télévision ados à genre de jeunes adultes, vingtaine, là, c'était moins des émissions plus funnées, c'était plus sérieux, puis tu sais, après j'ai décroché, là. J'ai comme bien des Québécois, je suis rendu très décablé, là. C'est d'ailleurs deux mentalités complètement différentes. Au Québec, la population est encore câblée et décablée, surtout médiatiquement parlant. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont comme... Il n'y a pas eu un renouvellement. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile avec Internet, avec justement les Netflix, puis la compétition qui est rendue justement internationale. Mais justement, ça revient à mon point. Rentrons dans l'arène, puis montrons qu'on est aussi bon qu'ailleurs. Ben, tu sais, on peut se démarquer avec... Parce que si on essaie... Ça, c'est une autre erreur que je trouve, c'est qu'on essaie de faire un film américain, tu sais, gros budget, des explosions, tout ça, puis je suis en train de dire qu'il en faut pas... Il y en a eu des bons. Il y en a eu des... Moi, Mafia Inc., j'ai trouvé ça écœurant. Le père en flic, tu sais. Mais on peut se démarquer par autrement, tu sais, par les dialogues, par l'histoire qu'il y a dedans, de quoi qui s'est pas vu ailleurs, tu sais, comme ma tante avec la série biographique des films de Ricardo Troggi. Ben oui, c'est ça, on est allé ailleurs, on essaie de faire d'autres choses, mais des fois, faut oser. Il y a des histoires qui reviennent souvent, ou c'est comme une variante différente. Mais ça, je tiens à préciser, c'est pas un problème uniquement québécois. On va peut-être blaguer sur le Québec, là. Je suis reconnaître César quand il y a César, c'est vrai, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la pop culture, à l'univers du cinéma américain, mondial, puis je te dirais que c'est pas mal la trend que l'industrie a présentement, tu sais. Tu le vois qu'on est vraiment en mode réforme beaucoup, là. Mais eux autres, ils peuvent se le permettre. Oui, c'est ça. En même temps, on voit qu'ils perdent de l'argent beaucoup aussi, tu sais. Ils sont en temps, c'est les éternels remakes, les sequels, ils reprennent des séries comme Jurassic Park d'il y a 30 ans, il y a très peu de nouvelles séries ou de nouveaux noms, mettons comme John Wick, ça c'est la plus récente. Ça fait de 10 ans que ça roule, c'est une des séries d'action, ça a commencé avec un premier film solo, pas nécessairement un gros budget, c'est devenu plusieurs films par après, mais là on fait plein de séries, on fait des trucs sur des séries qui datent de 20, 25, 30 ans dans le temps que c'était bon, puis on n'ose plus nécessairement oser à sortir de ce moule-là, puis ça c'est sans compter le wokisme qui a été gangréné là-dedans beaucoup, mais ça devient de moins en moins présent. Fait qu'il y a comme un peu ce manque de courage encore là d'oser un peu de faire de quoi de différent puis d'innover, puis je pense que ça va reprendre un peu ce côté rebelle-là, tu sais, les Star Trek, les Aliens puis les Star Wars, si tu checkes l'historique de ces films-là, c'est pas ça n'a jamais été des projets qui étaient super appuyés par les grandes compagnies hollywoodiennes de l'époque, c'est souvent des outsiders avec le petit budget, qui, même les Seigneurs des Anneaux, ça peut m'en faire aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, c'est que tu mettrais aucune subvention là-dedans? C'est touché. C'est touché, parce que je pense que premièrement, il faut décloisonner, comme j'ai dit, le principe de culture québécoise. Je pense qu'il faut davantage nos artistes, oui, francophones, mais également ceux qui s'expriment dans d'autres langues, puis qui font soit dans différentes langues, parce qu'il y en a qui font les deux, il y en a qui font du français, il y en a qui font de l'anglais, ou dans d'autres langues aussi, ou il y en a par exemple qui sont des chanteurs d'opéra italiens, mais qui sont québécois. Je pense qu'il faut leur donner autant, puis les considérer autant que nos artistes francophones. Bien évidemment, je trouve qu'il faudrait toujours mettre un peu plus d'accent sur les francophones, mais il ne faut pas non plus oublier les autres. Pourquoi? Ben parce que justement, présentement, on les parle pas, on les ignore. Parce que moi, dans un monde idéal, je serais exactement où c'est que t'es, mais dans un monde où le français est en déclin, la priorité, moi, il y a tout l'argent, il irait là-dedans.
Qu'est-ce qui est francophone? Mais c'est complexe, parce que là-dessus, j'ai l'impression que, c'est sûr que moi tout, c'est ça, on est dans le même clan, l'indépendance réglerait ça pas mal, ou du moins renverserait la tendance pas mal, mais c'est tellement multifactoriel parce que, un peu comme on parle de la culture japonaise ou d'autres cultures, soit américaines en général, ou même dans différents pays, faut avoir, je sais pas si c'est parce que tu sais, au Québec, notre problème, c'est que nos dernières victoires collectives datent d'il y a longtemps. T'sais, les 2 référendums perdants qu'on a eus, ça nous a laissé des cicatrices beaucoup, tu sais. La victoire, je pense, c'est Hydro-Québec. Quasiment. Fait que, tu sais, le goût de la victoire, on sait plus nécessairement qu'est-ce que ça goûte tant que ça. Fait qu'on a comme un peu l'éternel, tu sais, né pour un petit pain, que finalement, on est si bon que ça, puis on se fait pas trop confiance, puis j'ai l'impression que pour soit un immigrant ou quelqu'un qui soit, n'importe où sa planète, qui souhaiterait adhérer à notre culture, d'un point de vue extérieur, on dirait que notre culture, là, je sais que je peux dire très large, mais on dirait qu'elle a comme un peu un message subconsciemment de pas très winner. Dans le sens qu'on est en mode survie, puis je le comprends, tu sais, on est comme en mode défense, puis on est comme en mode... Même les Québécois. Mais c'est ça, c'est un gars qui est en train de se noyer, par définition, c'est pas le gars le plus attirant de la planète, parce que tu sais, il est quasiment en mode, c'est l'adrénaline qui embarque, puis let's go, tu sais, n'importe quel, tu sais, c'est pour ça que souvent on dit, mettons, quand tu veux sauver quelqu'un, fais attention, parce qu'il risque de te noyer avec, là, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Fait qu'on n'est pas... On reste le coup de poing dans la face. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, je blâme pas nécessairement ça parce que c'est un peu naturel, mais en même temps, l'effet que ça fait, l'image que ça envoie, c'est que justement, c'est pas très winner, puis en même temps, t'as plus ou moins le coup d'embarquer parce que tu te dis, hey, Chris, à ce monde-là, tu sais, ça, je comprends, là, ils ont le coup de survivre, mais tu sais, on dirait qu'ils se donnent pas de chance des fois, puis les équipes sont pas si fous que ça, mais moi, j'ai le goût d'embarquer une place, je me suis dit, yes, ce sont des winners, let's go, on embarque, nanana, tu sais, on n'a pas peur de rien, tu sais, ça, tout ça, puis je sais qu'on a ça dans nous autres, les Québécois, mais je pense que c'est justement, un peu comme je disais tantôt, je pense que c'est via cette fameuse éternelle réforme de l'État-là que ça va démarrer quelque chose. Puis si ça peut être fusionné à l'indépendance du Québec, encore mieux. Mais c'est un peu pour ça aussi que beaucoup de gens, puis je sais, parce que probablement, moi je suis indépendantiste, mais je sais que je suis une minorité au PCQ, là, puis je me le cache pas. Là. Je suis genre, je suis dans les 10-15% là, qui sont au PCQ. Là. Mais j'essaie de me faire comme la courroie de transmission ou le bridge, le pont entre la droite économique un peu, que c'est pas nécessairement qu'ils sont, parce que tu sais, des fédéralistes purs et durs, amoureux du roi Charles III et des Rocheuses, c'est une très faible minorité au Québec. Tu sais, c'est majoritairement dans le West Island, beaucoup déjà dans les forces canadiennes, beaucoup aussi. Mais en très forte majorité, c'est des gens qui vous trossent pas. Puis pas quand je dis vous trossent pas le PQ, trossent pas les politiciens, point. Parce que justement, sachant que ces gens-là ont davantage comme moi une méfiance envers l'État, et quand on entend, mettons, le discours, là c'est PSPB, parce que c'est le chef du PQ, mais ça peut être n'importe quel autre, qui nous dit que, parce qu'on s'entend que l'indépendance du Québec, c'est l'expression, parce que c'est les deux valeurs fondamentales de la politique, c'est la liberté et l'égalité. Tu sais. L'indépendance d'un peuple, l'autodétermination d'un peuple, c'est l'expression la plus pure de la liberté, c'est de se libérer de ça, c'est de se gouverner soi-même. Mais quand, puis tu sais, c'est ma job d'écouter les discours des politiciens, j'ai pas lu sur une entrevue que j'ai entendue, mais quand on entend PSPV ou les membres du PQ qui me parlent du projet d'indépendance, non pas dans l'objectif de rendre les Québécois plus libres, mais, en bout de ligne, c'est de rendre l'État québécois plus libre de faire ce qu'il veut. Puis, pour des gens plus à droite économique comme moi... C'est là que ça parle moins. Ça parle moins, parce que je suis comme, non, parce que dans ma tête à moi, c'est comme un peu, entre guillemets, se rendre tout seul avec notre propre tortionnaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que l'État est tellement présent dans nos vies que... Puis c'est pas qu'on aime le fédéral. C'est ça. C'est pas qu'on adore le fédéral. On sait qu'il y en a de l'argent qui se gaspille là-dedans, puis on le sait qu'un gouvernement de moins, ça nous ferait du bien. Je suis d'accord. Mais quand tu penses que, pour des gens comme mon père, qui pensent pareil comme moi, que le seul pseudo-gouvernement qui a vraiment représenté ses valeurs de tous les paliers de gouvernement des 20 dernières années, c'est Harper au fédéral, alors qu'il n'y a jamais eu vraiment de gouvernement de droite au Québec, comme je t'ai dit, on fait la campagne à droite puis on gouverne à gauche. Ben, c'est pour ça que c'est plus touché. C'est pas nécessairement qu'on tripe nécessairement sur le Canada, c'est que justement, on trosse pas le système parce qu'on se dit, penses-tu vraiment qu'un jour le Québec va être indépendant, que l'État, justement, va être davantage, parce que présentement, un des rares contre-pouvoirs, entre guillemets, de faire toutes les patentes que l'État québécois, toujours plus gros, toujours plus grand, veut faire, qu'on soit d'accord ou pas, c'est le fédéral. Fait que, tu sais, oui, il y a certains trucs que le fédéral devrait se dasser, puis c'est vrai que le Québec devrait agir là-dessus, mais l'autre affaire, que c'est une chance que le fédéral est là. Parce que on aimerait pas ça bien, là. Fait que c'est pour ça que... Vous voyez comme un peu un contre-pouvoir. C'est ça, puis surtout en même temps,
Puis je tiens à le dire. J'étais là, comme tout le temps, ah, mais vous voulez mettre des conditions à l'indépendance, il va y avoir des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite dans un Québec indépendant. Bien évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais comme Milton Friedman le disait, l'important, c'est pas les joueurs, c'est les règles du jeu. C'est comme, mettons, Jay, tu veux te partir à un restaurant. Mettons, l'indépendance du Québec, c'est ça. Hey, moi, là, j'ai été restaurateur toute ma vie, là, tu sais. C'est ça de mon rêve. J'ai travaillé dans les cuisines, mais maintenant, je veux me partir à un restaurant. Je te dis, là, j'ai déjà pensé à ça. Les moulures vont être grosses de même. Je sais déjà la couleur des rideaux. Puis de ci, de ça va être telle place, ça va être écœurant ton restaurant. Je dis, OK, ça va être quoi le menu? Menu. Ben oui, le menu, c'est ton restaurant, ça. Ah, mais ça, on verra après, ça. Ça, on verra après, câlisse. Tu sais, comment dire? Fait que, tu sais, surtout les gens qui sont plus davantage en faveur des libertés individuelles, puis ils veulent pas... Parce que le principe, mettons, d'une constitution, par exemple, c'est pas de dire ce que la majorité a le droit de faire. Par le principe même, une constitution, puis ça, plein d'États l'ont prouvé, c'est de délimiter quelle est de défendre les minorités d'une population versus la majorité. C'est ça, une constitution, majoritairement parlant. Puis là, je parle pas juste de minorités visibles ou immigrantes ou whatever, je parle juste de minorités, même d'idéologie, d'une certaine façon. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, ça va être quoi votre idée, ou du moins préconçue d'un Québec indépendant? Est-ce qu'il va y avoir davantage de contre-pouvoirs? Est-ce qu'il va y avoir un processus de destitution du premier ministre? Parce que on n'a pas. Est-ce qu'il va y avoir des élections mi-mandat? On ne sait pas, on ne lait pas. Est-ce que ça va être un système présidentiel? Est-ce que ça va être un système à l'américaine? Ou encore le système Westminster? C'est ça. Au moins, pas. Je comprends. Je comprends PSPP, j'y donne. On ne peut pas nécessairement tout faire. Parce que c'est vrai que ça pourrait réduire le vote sur le oui, le moment du vote. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui voudraient un tel système, d'autres systèmes. C'est sûr et certain. Mais au moins avoir une base. Puis ça me surprend du mouvement souverainiste qui date quasiment des années 60. On dirait que là, on lui parle de ça depuis quelques années, puis on dirait que cet angle-là, ils n'en ont jamais parlé. On dirait qu'ils sont comme, c'est comme un chevreuil devant des forts de char, là. Ils sont comme, voyons, on n'a jamais pensé à ça. Mais Chris, faire un pays, c'est pas comme s'ouvrir un sac de patates, là, c'est bon, là. T'sais, on dirait que souvent, puis c'est une critique que je fais des fois, on dirait que vous voulez faire le pays juste pour faire le pays. Mais après ça, il faut gérer ça, puis ces règles-là qui vont être mises en place vont être là pour les centaines, jusqu'à temps que ce pays-là n'existera plus. En tout cas, je souhaite qu'il existe jusqu'à la fin des temps, le Québec, là. Mais attends, moi, là, je te donne la job, là, excuse de couper. Non, vas-y, excuse. Que je te coupe. Oh, ouais, tu regardes, tu fais bien. Non, mais c'est parce que, tu sais, le temps, il avance. Ben oui, c'est bien correct. Ben c'est ça, c'est que maintenant, je te mets en charge de faire le pays, tu sais, que ça marche, tu sais. Comment qu'on peut le faire, parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que le problème d'avoir à donner. T'es-tu correct? Moi, c'est correct. J'avais de travail. J'avais un peu de travail, c'est correct. C'est correct, t'es-tu correct? Bon, je suis resté. C'est good. Donc, c'est ça, je te mets en charge, mettons, c'est quoi, comment faire l'indépendance, parce que, tu sais, là, le problème que PSPP se retrouve avec, c'est que, il faut qu'il donne, mettons, des mentions claires que, qu'est-ce qui va faire autant plaisir à la gauche oui, c'est touché. Qu'à la droite. J'y donne. Fait que, il peut pas trop se commettre, mais en même temps, il peut quand même donner un peu parce que, tu sais, moi, je vous écoute beaucoup, tu sais, puis je dis vous, mais c'est pas vraiment toi, là, mais c'est, tu sais, Yann et Frank, toi, en ce moment, qui parle, il y a qui d'autre, style le prof, le Jeff Caron, ouais. Tu sais, que j'ai écouté parce que, ils ont pas de l'air fermé. Non. Jeff Fillion aussi. Jeff Fillion, à la Radio X. Ils ont pas de l'air. Ouais, c'est ça. Dom Moret, tu sais. Mais sont cons. Mais ils sont quand même ouverts. Ils veulent savoir c'est quoi. Fait que moi, j'essaie d'écouter. Où c'est qu'on pourrait se rejoindre? Tu sais, où c'est que ça pourrait faire plaisir à la gauche et à la droite pour qu'on fasse une coalition ensemble, autant gauche, droite, centre, pour qu'on puisse arriver à voici le pays qu'on donne, puis après ça, on décidera ensemble de si on veut de ça, plus à gauche, plus à droite. Ou... Ah non, absolument, puis il va y avoir de l'alternance. Fait comment tu ferais, toi? Hey, c'est touché, parce que est-ce que c'est sûr qu'en même temps, le mouvement du oui doit être par définition très centriste, parce que tu peux pas nécessairement pencher plus d'un bord, plus de l'autre, pour vraiment essayer de faire plaisir au plus de gens possible pour qu'ils embarquent dans la patente, mais je pense que, comme je te disais tantôt sur l'autre sujet, je pense qu'il y a une attitude de winner, puis c'est vraiment ça là-dedans, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup... Tu sais, ça serait... Personnellement, j'ai été davantage plus sceptique depuis la pandémie. Tu sais, Christian Dufour en a parlé quand il est venu, tu sais, quand il est venu te voir. L'article qui avait sorti, je pense, dans la presse durant la pandémie, qu'à quel point la COVID a été beaucoup un game changer, puis ça a présenté beaucoup plus les Québécois pour vraiment ce qu'ils sont.
puis là je parle toutes les générations confondues, toutes les générations plus âgées, c'est que les Québécois ont l'air à tendance à favoriser la sécurité à la liberté. Puis c'est un peu la fameuse phrase de Benjamin Franklin, tu sais, ceux qui favorisent davantage la sécurité et la liberté ne méritent ni l'un ni l'autre, il finira en bout de ligne par perdre les deux. Là. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que moi je pense que déjà, sachant que justement le référendum de l'indépendance du Québec est par définition non pas un processus égalitaire, mais bien libertaire, si je peux dire, ou davantage plus axé vers la liberté, parce que tu veux te séparer, tu veux être libre, tu veux être toi-même. Mais ça ne veut pas être un processus de liberté pour ensuite, justement, c'est ça, faire plus, virer carrément de l'autre côté là-dessus. Mais pour revenir au plan, écoute, c'est sûr qu'avoir pour les gens plus de mon bord, ça va vraiment prendre au moins un minimum d'une draft de quelque chose. Tu sais, là, je sais qu'ils parlent d'un livre blanc ou d'un livret blanc, là, tu sais, le PQ travaille là-dessus, là. Il en avait parlé à Frank et à Yann, quand il était venu sur le podcast d'ailleurs, sur la possibilité de ça. C'est sûr qu'en même temps, faut... Encore là, je pense que c'est vraiment que... C'est sûr qu'ils vont faire chier un peu les gens plus à Québec solidaire, mais j'ai l'impression que la majorité de monsieur et madame tout le monde, si on les explique énormément et de manière claire et précise que, OK, vous avez enlevé vos chaînes de la religion, de l'Église dans les années 60, vous avez fait la Révolution tranquille, vous avez changé le Québec parfait, ben laissez-nous nous libérer de l'État à ce temps. Puis je pense, puis faire le ménage qu'il faut. Puis j'ai la forte impression que si on conjointerait cette volonté vraiment de faire le ménage du modèle québécois, ou du moins de le changer pour de quoi de mieux, plus petit, mais également plus ouvert à l'entrepreneuriat, de ne pas ficher l'entreprise privée, parce que on parle de la culture, mais beaucoup de promoteurs qui promouvoient le Québec, c'est des entreprises. Tu sais, des gens qui pourraient promouvoir ailleurs ou des produits qui se vendraient à l'international, ça on en parle très peu, tu sais. Puis c'est devant des gens qui sont au privé. Méchant privé. Mais là, si t'arrives avec ça, c'est clair que tu vas frapper un mur avec la gauche. Ben, c'est pour ça que d'autre côté, il faut en même temps. Parce que tu sais, moi, je suis en faveur là, de garder un certain nombre de services, comme par exemple en niveau de la santé. Tu sais, moi, l'universalité des soins, c'est non négociable. Par contre, on ne veut pas privatiser le système de santé, on veut le libéraliser. Si on veut justement qu'il y ait une saine compétition entre le public et le privé, puis que le privé ait le droit d'hospitaliser des patients, comme ça se fait en Europe, comme ça se fait en France, en Allemagne, les pays scandinaves. On pense tout le monde fait comme nous autres, mais non, on n'est pas une des seules places que c'est uniquement le public monopolistique, mais encore là, le collège de médecins, puis comme les centrales syndicales veulent pas que ça change pas en tout, même si ça aiderait le monde. Mais maintenant, c'est toi qui es plus à droite là, en ce moment, là. Mettons aussi que tu pourrais essayer de rejoindre quelqu'un qui est plus à gauche. Tu sais, qui pourrait avoir comme, ah, gars, je suis capable de mettre un peu d'eau dans mon vin. Ça dépend de la gauche, j'ai l'impression. Parce que présentement, la gauche, je pense qu'il y avait une crise d'identité aussi. Parce que tu sais, la fameuse. Ouais, avant c'était plus communautaire. Là, ben c'est ça, parce que la gauche de l'époque, je la respecte, tu sais. Puis à la limite, je peux la comprendre, tu sais. Dans 2 semaines, je m'en vais voir un de mes youtubeurs américains politiques préférés, Jimmy Dore, qui est un humoriste, comédien de formation américain, qui va à Montréal dans 2 semaines, je vais aller le voir. Puis le gars, c'est un gars de la gauche classique, genre pro-travailleur, anti-woke, anti-gros État, trop gros nécessairement, tu sais, qui est pro nécessairement aider, oui, les plus démunis, mais nécessairement pas tout demander à l'État non plus. Fait que je pense qu'il y a un juste milieu à retrouver qu'on a perdu, parce que j'ai l'impression à cette heure que, tu sais, on disait, il y a des propositions que la gauche a aujourd'hui, que c'est quasiment Donald Trump qui est là aujourd'hui. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est fucké, parce que c'est ça. Il est anti-mondialiste. C'est pour ça que j'ai passé ça peu. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le fameux meme qu'Elon Musk avait tweeté il y a quelques années, que moi j'ai pas bougé, c'est la gauche qui a bougé, qui est rendu quasiment. Je suis quasiment vu comme un gars d'extrême droite, alors que il n'y a même pas 20 ans, je t'ai vu comme un gars de centre-gauche. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Fait que j'ai l'impression que pour cette gauche très extrême-là, il n'y a pas grand-chose que je pourrais lui dire. Elle va être contre no matter what. Mais je pense que si on est d'accord de, oui, protéger d'aider les plus démunis, de, oui, être à sa place, mais justement, de manière saine, et qu'il y ait vraiment une égalité des pouvoirs entre l'État et le secteur privé, puis justement de défendre, oui, les minorités, puis d'aider davantage, par exemple, les gens des communautés, pas les communautés, mais oui, les communautés, mais par exemple, les banques alimentaires. T'sais, moi, dans l'élection 2022, j'avais suivi mon candidat dans mon coin, dans le Côte-du-Sud, puis l'affaire qui est con, c'est que, mettons, il faut qu'ils fassent des plans d'avance, les banques alimentaires, sur 1 an, 2 ans, sur, mettons, la quantité de bouffe qu'ils vont avoir de besoin, puis la quantité de ration de population, de voir qu'ils fournissent, tout ça. Mais mettons que le plan a fonctionné, OK, ben en fait, le plan fonctionne, par définition, le gouvernement le force à recommencer. Il faut que le plan soit pas pareil que l'autre d'avant. On crée s'il marche, le plan. Non, faut que tu recommences. Mais ça, c'est des gens, dit plus de gauche, qui est des gens démunis, mais l'État lui met des estimes de bâtons des roues.
Puis c'est ça l'affaire, puis ça on le sait pas, mais il y en a Que là, tellement. vous pourrez vous entendre. Je pense qu'on peut vraiment s'entendre là-dessus. Puis le but, c'est pas d'haïr. Si on peut se entendre sur une réforme, puis tu vois, sur certains points, mettons un peu plus d'État ici, un peu plus moins là, il va y avoir des points virgules, que peut-être on ne sera pas d'accord. Mais je pense que sur le fait qu'on veut, je pense tout, un Québec plus prospère, des gens plus riches, des gens plus débrouillards, des gens qui sont pas toujours attendus après la maille de l'État pour dépendre de tout. Moi, je suis en faveur d'une égalité des chances, pas une égalité des résultats. C'est moi dire, on va tous être égal, ouais, mais on va tous être pauvres aussi. C'est ça l'affaire aussi. C'est ça. C'est que moi, je suis prêt à donner une chance. Quelqu'un qui vient, soit d'un milieu aisé ou d'un milieu défavorisé, je veux lui permettre une chance d'aller faire des études supérieures s'il veut, puis donner une chance à se partir d'une entreprise s'il veut, mais en même temps, oui, on peut t'aider, mais faut que tu mettes du jus de bras aussi. On donnera pas tout de cul dans le bec, là. Ouais. Puis le fait, tu sais, c'est souvent un peu ce que l'économiste américain Thomas Sowell disait, tu sais, there are no solutions, there are only trade-offs. Il n'y a pas de solution, il y a que des compromis. Fait que si tu focuses davantage sur de quoi, il y a de quoi ailleurs qui va être moins défocusé, tu sais. J'ai commencé à le lire, oui. Ah non, il est très bon. Puis tu sais, comme par exemple, l'éducation, l'université gratis, autant que c'est bon sur papier, puis oui, c'est vrai que je suis en faveur qu'on ait on a quasiment des prix les plus bas en Amérique du Nord, puis oui, c'est une bonne chose, mais en même temps, le contre-effet négatif que ça fait, c'est que tu prends moins un peu ta formation au sérieux. Dans le sens où, mettons, tu dis, prends une année sabbatique, ça coûte pas cher, anyway. Tu sais. Alors que si ça te coûterait genre 20 000$ par année, et Christ, t'es franc cité d'avoir, là. C'est ça. Fait que ça. Mais en même temps, il n'y a pas tout le monde qui pourrait se permettre non plus d'aller à l'université. Fait que comprends-tu? Il y a toujours un éternel jeu du balancier qui se fait que, faut savoir quelle priorité. Puis souvent, les politiciens nous disent, c'est un choix de société. Ouais, c'est ça. T'sais, je comprends, mais ça, c'est un peu le genre de boutade pour nous dire que on fait l'inverse, et comme présentement, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le Parti libéral du Québec, là. C'est rendu quasiment comme l'histoire il n'y a plus de ginger dans le ginger ale, c'est de la fausse augmentation, il n'y a plus rien de libéral là-dedans, les candidats Mario Roy ou plein d'autres, ils veulent fournir les lunchs pour les enfants à l'école sous le frais des gouvernements, puis ils veulent nationaliser les RPA. C'est très libéral, ça, c'est le fun en tabarouette. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va venir de soi-même, hashtag make the PLQ liberal again, là. Mais, hey, Joe, je veux savoir, il nous reste-tu un peu de temps, parce qu'il était 37, 3h37. Je vais te dire ça. À la limite, on peut faire encore 15-20 minutes à peu près. 15-20 minutes, okay. Ouais, je sais que je parle beaucoup, arrête-moi. Non, mais c'est bien correct, mon gars. Ça passe vite. Ouais, vraiment, mais c'est parce que j'aurais aimé ça t'emmener sur les médias, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses des médias? Est-ce que... ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels? L'état actuel des médias au Québec? Ouais. On est présentement dans un monde de plus en plus diversifié entre les médias traditionnels et les médias dits alternatifs, comme les podcasts, comme celui que je travaille. Ou indépendants. Indépendants, justement. Et au Québec, on le voit clairement, ça se reflète dans le résultat politique, même la manière de penser, puis on se demande comment ça, il y a des votes... c'est majoritairement les baby boomers qui ont voté pour Mark Carney, puis c'est majoritairement les jeunes. Pas au Québec, mais oui, au Québec majoritairement, mais aussi dans le Canada anglais, puis ça. Pourquoi c'est majoritairement des jeunes qui votent plus à droite, puis c'est majoritairement, tu sais, avant, tu avais une diversité d'opinions par rapport aux générations, mais ça, c'est vraiment rendu des blocs générationnels qui vont de manière monolithique pour certains partis ou certaines idées. C'est qu'on a vraiment deux populations. La population câblée et la population décâblée. La population câblée, majoritairement plus âgée, je ne veux pas nécessairement faire de l'ultra-généralisation, je vais juste faire ça vite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Là. La population câblée, majoritairement plus âgée, génération un peu de mes parents, mais surtout de mes grands-parents, les baby boomers et plus, qui sont majoritairement soit, pas tous, là, il y en a qui sont à la retraite, ou il y en a qui sont dans les RPA ou quoi que ce soit, que leur seule source d'information, pour la majorité d'entre eux, c'est TVA, c'est Radio-Canada, c'est Paul Larocque, Patrice Moy. Très bien. Mais tout c'est très bien avec son style. Mais c'est eux autres. Fait qu'une perspective, ils n'ont pas toute l'information. Dans le sens qu'ils ont une vision de ce qu'est le Québec, qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont pas tout le big picture finalement. Tandis qu'une génération plus jeune comme moi, qui oui, écoute un peu les médias traditionnels, puis voir qu'est-ce qui se fait, mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'ils ne parlent plus pantoute, ils parlent justement encore à ceux qui les regardent puis qui ont de l'argent pour les publicités, qui sont la population plus vieillissante. Par contre, ça crée un problème, c'est que ces gens-là ne sont pas éternels, à un moment donné, il n'y en aura plus. C'est un peu ça l'avant. Moi, je trouve qu'il manque une pluralité d'opinions, de vision, de point de vue. À droite, beaucoup, là. Oui, c'est ça, tu sais. En tout cas, je parle pour moi, peut-être qu'il y en a à gauche qui vont dire que, ouais, moi tout, je trouve que c'est pas assez à gauche. Peu importe. Mais, fait que, tu sais, des fois, j'aime ça, écouter un Yann et Frank sur un certain sujet,
qui va me donner d'autres informations, qui va me donner une autre vision. Peut-être que je serai même pas d'accord, mais il va m'amener plusieurs informations d'un autre point de vue, tu sais. Puis ça, je trouve qu'il l'a moins ou peu, tu sais, comme à Radio-Canada, tu sais, les seuls qu'il y avait, qui étaient Rodolphe puis Jacinthe L, ben, juste avant l'élection, ils ont crissé de voir. On s'entend, puis je la connais, Jacinthe, puis elle est super fine, puis elle fait une petite bonne job, mais c'était tu sais, elle était de droite, mais c'était de droite soft, là, tu sais, c'était pas de la botchée, tu sais. Tu sais, puis je dis pas qu'elle n'est pas de droite, elle est de droite, Jacinthe, bien évidemment. Mais c'est pour le niveau radio-canadien, pour nous autres, c'est le début de quelque chose, tu sais, c'est pas pire. Elle est sur la bonne track, mais on peut aller encore plus haut que ça. Mais pour eux autres, c'est quasiment de l'extrême droite, là, tu sais. Fait que c'est ça que ça marche pas. Mais pour venir, c'est ça, t'as absolument raison. Mais justement, c'est une diète, les médias. C'est une diète médiatique. Tu t'informes un peu là, tu vois ce qui se dit de l'autre côté pour faire un peu une idée là-dessus, puis c'est toi qui te fais une autre idée. Mais le problème avec les médias traditionnels, en grande majeure partie, c'est que après les péquistes, c'est ceux qui ont la plus grande incapacité de faire une introspection puis se regarder dans le miroir, là, no offense, là. C'est que vraiment, ils sont vraiment pas capables de vraiment se faire une introspection puis se regarder puis voir qu'est-ce qui marche pas. C'est que ils sont vraiment dans un mode de ils spinent beaucoup de narratifs qui les avantagent eux. Moi, je crois pas à la neutralité journalistique, hein. Moi, je suis prêt à avoir un univers médiatique traditionnel ou alternatif qui ait des chaînes de télévision qui sont ouvertement à gauche ou à droite ou au centre ou de ci, de ça. Mais je ne veux pas payer pour. Tu sais, moi, Radcan, que vous soyez de gauche à côté, je n'ai pas de problème. Mais trouvez du monde de gauche pour vous financer, je ne veux pas payer pour ça. Ouais. Comme je ne veux pas nécessairement que des gens, que tout le monde, comme Gruber-Gazal, je ne veux pas nécessairement qu'elle paye un média comme Yann et Frank, par exemple, qui serait justement, on n'est pas subventionné à Yann et Frank, mais tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça. Fait que je pense qu'une pluralité de ces gens-là est nécessaire, mais je trouve ça con que Radcan, dans ce cas-ci, double down. Je pense que le Québécois, il faut que je le donne. Je parle beaucoup, quelqu'un comme Rémi Villemur et bien d'autres. Je sais qu'à Cube, Cube Radio essaie de faire quelque chose de plus quand même assez diversifié. C'est pas parfait, c'est arrivé un petit peu trop tard. Ça fait moins de 10 ans que TVA ont sorti leur chaîne YouTube. Le Radcan, ça fait quasiment 15 ans qu'ils sont là. Il y a une hostie de retard à faire. C'est ça. Là, on en reviendrait à la fin de la culture. C'est ça. Fait que, il y a un peu de retard de ça. Est-ce que, selon moi, j'ai l'impression, puis c'est peut-être à dire, autant que ça va les aider, Québécois, puis je leur souhaite le meilleur, tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils retardent un peu l'inévitable. J'ai l'impression que ces médias-là vont devenir de plus en plus disparates par rapport à la population, justement, que ceux qui les écoutent finissent par mourir, parce que la vie suit son cours. Mais je peux pas croire, puis je m'excuse de te couper, man, mais je peux pas croire que Rémi, Rémi Villemur, moi c'est un de mes amis, j'ai mon bout de ce gars-là, c'est moi qui l'a motivé à partir un podcast, il était venu ici, puis je disais fais-le. Puis là j'y disais plein d'affaires, je m'apporterais pas le mérite, là, mais je pense que j'ai quand même un peu influencé. Puis je peux pas croire, que Québécois, qui ont des studios, qui ont quelqu'un, un jeune, qui demande juste ça, un temps de parole, d'avoir une tribune. Mais Chris, passez-y un studio, puis mettez-les dans votre chaîne. Il est direct là, tabarnak, sont remplis de ces astis de jeunes-là, man, qui veut parler. C'est ça. Puis non, c'est comme, ils se fixent à, on suit le modèle de la radio, on suit le modèle de la télé. Puis même encore, Cube, le monde, ils veulent de quoi sur demande, tabarnak. Ils sont écœurés d'avoir tu peux quand même l'enregistrer. J'ai pas le temps de faire ça, resti. Surtout qu'ils sont prêts à écouter du contenu beaucoup plus long, tu sais. Puis ils savent que tu peux pas avoir l'entièreté d'un sujet en fucking 2 minutes et demie. Puis Cube, c'est un pas dans la bonne direction. Mais encore là, excuse-moi, mais tu peux pas faire un débat de société en 12 minutes, là. Je suis désolé, tu sais. C'est mieux que 2 minutes et demie. J'en conviens. Mais tu comprends-tu, tu sais? Fait que c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que, puis je l'avais dit un peu à Jason Bajada de Bajada Dialogue, c'est ça, un autre podcasteur québécois, un gars de plus en culture d'ailleurs, j'avais été à son podcast. Et je disais que j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas de remise en question, ils sont condamnés à... Bien sûr que Radcan, c'est différent, ils vont toujours se faire financer par le gouvernement fédéral, là. Mais les autres, même les médias écrits, s'ils sont pas prêts à accepter une sorte de financement public, des contenus beaucoup plus longs, beaucoup plus décomplexés, mais également aussi beaucoup plus nichés, en s'avouant ouvertement leurs propres billets et avoir leur propre public, je pense que c'est de même qu'on va pouvoir se retrouver au travers des médias. On est tous neutres, indépendants, puis le 3/4 c'est de la gauche ou du centre-gauche, quoi que ce soit. T'sais, non, assumez vos billets. À Yann et Frank, on assume nos billets, on n'est pas cons. On commence pas à dire qu'on est neutre indépendant, mais au moins vous le savez où c'est qu'on niche. Fait qu'au moins, si t'es pas d'accord avec nous autres, va voir ce qui se dit ailleurs, puis trouve si leur contre-argument est meilleur, puis fais-toi une idée avec ça. Mais j'ai l'impression un peu, le monde médiatique traditionnel, ça va être un peu comme un phénix qui... si tu veux que le phénix renaisse de ses cendres, ben il faut que tu le laisses crever.
J'ai pas l'impression qu'autant que c'est pas... J'ai l'impression que... Ils n'ont pas encore assez de toucher. Surtout, oui, puis surtout aussi que je pense que les financer encore plus, parce que non, déjà, hey, on a des médias subventionnés, des journalistes subventionnés à plus de 75% de leur salaire par les fonds publics. Puis ça aussi, ça, par définition, c'est une perte d'indépendance. On l'a vu durant la pandémie, là, tu sais. Puis par définition, même si c'est pas, il n'y a pas de conseil noir, de gens en toge qui se réunissent pour décider qu'est-ce que Patrick Lagacé va écrire dans sa chronique. C'est pas même ça marche. Tu sais pour qui tu travailles. Tu sais où c'est que ton argent vient. Tu sais qu'à un moment donné, tu mords pas la main qui te nourrit, ou pas aussi fort que tu aurais aimé. Où il y a certains dons, comme justement le modèle québécois. Parce que justement, par définition, si on coupe moins dans certaines places, les médias vont avoir moins d'argent, les médias traditionnels, alors qu'au contraire, si un média est gagnant, c'est que justement, il s'autofinance. Parce que présentement, si la source principale des journalistes, c'est plus comme je dis, pourquoi tu penses qu'il y a eu autant, au-delà du fait que c'est un conservateur, pourquoi la majorité des médias traditionnels étaient autant contre Éric Duhaime durant la campagne de 2022? Parce que par définition, Éric Duhaime veut changer le modèle québécois, il veut changer le modèle, comment même les médias se font un peu, il y avoir plus de monde traditionnel, alternatif, puis de même. Mais eux autres, leur modèle d'affaires, leur moule est basé là-dessus. Leur boat, c'est ça. Fait que, tu sais, ils seront pas contre leur boat, c'est leur boat. Fait que même s'ils veulent ramener l'information, ça reste que ces gens-là, il faut qu'ils fassent du cash. Puis au-delà du gouvernement présent qui est là, ben s'il y a un acteur politique qui les menace leur modèle d'affaires, ben ils vont trouver des moyens détournés de le nuire, là, tu sais. Puis c'est pour ça que le hashtag les experts, il est là. Parce que jamais Ratcan, tu verras jamais Anne-Marie Dussault ou Patrice Roy dire que le Parti conservateur du Québec est un danger public. Non, non, ils vont inviter des experts, qui sont des gens expendables, qui les connaissent très bien. Puis c'est pas genre le premier expert venu, on vous appelle sans vous savoir qu'est-ce que vous pensez, on va vous demander votre avis. Non, non. On a une liste, on sait déjà, ok, lui, on sait qu'il est assez à gauche, puis on sait déjà qu'il va répondre ça. C'est ça que la boîte veut dire, mais on peut pas le dire. Fait qu'on va inviter l'expert pour qu'il nous le dise à notre place. Puis si jamais l'expert se plante ou il dit quoi de merde, ben tu le tasses, on l'invitera plus. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est de même que ça marche. Mais malheureusement, ça marchera pas comme ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, au-delà de ça, avec les projets politiques puis la société, le monde commence à grogner des projets comme le 3e lien à Québec, que tous les médias de Montréal rient de ça en haut de leur tour, puis qu'ils amènent des experts pour leur dire que c'est pas bon. À un moment donné, l'expéritocratie, c'est les gens qui décident. Là. Tu sais, autant, on se fait une taille, après ça, on décide. Mais t'as mis le point sur de quoi aussi, tu sais, tout l'argent qu'il y a là-dedans. Ah, c'est énorme. Tu sais, moi, c'est fou, le tout, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ça me coûte pas des milliers de dollars, là. Tu sais, oui, j'ai investi, tu sais, je dois avoir mis un bon peut-être 15-20 000 avec les années, là. Mais tabarnak, eux autres, là, c'est des... Je sais pas combien d'argent, c'est des millions, puis des millions, puis des millions. Tellement de gaspillage. C'est comme un moment donné. OK, on peut-tu juste mettre un pause à ça, puis on va refaire le modèle d'affaires, là, tu sais. Le débat de TVA. C'est pas normal que moi, je peux être compétitif, puis ça me coûte quasiment rien. Pour vrai, le fameux débat de TVA qui n'a pas eu lieu durant les fédérales, qui demandait 75 000 $, je pense, par parti. Ah oui, Benjamin Tremblay, il voulait le faire, lui, puis il disait, moi, tu me donnes 30 000, puis il m'en chie d'argent encore après, là, tu sais. Ah oui, pour maximum 40 000 $, on fait quoi de super cher avec de l'équipement de qualité, un stage qui a de l'allure, qui a de professionnel, mais il y a tellement de... C'est un peu le problème du Québec, là, dans bien des domaines, il y a tellement d'argent qui se perd. Puis quand je te dis qu'il manque pas d'argent, il manque pas d'argent. C'est que le problème, c'est que justement, sachant que la méthode Ginette Renault, l'État en demande toujours plus, on parle des médias dans n'importe quelle affaire, là, on rajoute toujours, on invente des nouvelles raisons. Là, ça va prendre la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, là, du gouvernement, là, ça prendrait une nouvelle taxe sur les boissons sucrées. Là. Parce que là, c'est tout le temps l'argument de la sécurité. Il faut protéger nos jeunes de la sécurité. Puis là, les jeunes à RPA, puis qui ne comprennent rien de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette petite taxe-là de plus encore? C'est rien pour encore engraisser la machine. Alors qu'une taxe en soi, c'est censé, du moins... Oui, financer certains trucs, mais également, genre, empêcher quelqu'un de consommer tel produit, ou du moins en consommer, ou quoi que ce soit. Alors que c'est uniquement pour continuer un modèle qui est déficient, puis qui s'en va dans le mur, puis que justement, la génération de mes enfants, je n'ai pas d'enfants, mais c'est la génération qui va me précéder, les enfants, les petits-enfants qui vont nous suivre, ils vont être endettés par-dessus ça, puis on va leur léguer un leg, excuse-moi, mais un leg de marde, là. On est la première, puis je vais revenir là-dessus, on est la première, ma génération, on est la première qui va vivre plus pauvrement que celle de ses parents. Ça a toujours été comme un but intrinsèque, peu importe la nation, la société, que l'être humain, on donne plus à nos enfants que ce qu'on a eu.
Chris, ça se peut qu'on, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, puis j'invente rien, c'est pour faire mon big ici, là. Ça va arriver, l'accès à la propriété, puis tout ça, tu sais. Ben, c'est ça qu'il dit aussi dans Horizon 2040, là, aussi, il parlait de ça, de la mobilité. Ah non, c'est fou, là. Ouais. Puis en tout cas, derrière, je sais que c'est dans pas long, là, mais dernière affaire, c'est que je voulais juste te parler de l'entrevue de Marie-Louise Arsenault. Tabarnak, comment ils t'ont approché? Tu sais, j'ai encore une fois le PC pause pour aller écouter ça, là. Tu sais, je trouve que ça commence comme je pensais que ça allait commencer, mais c'est pas si pire que ça. Mais comme plus que ça avance, plus que je m'y attendais. Tu te fais couper la parole, le monde sont hautains. Je me suis pogné avec Pierre Lapointe, c'est plus j'en reviens pas. Ben c'est ça, tu te fais couper, puis tu sais, il y a des, je pense pas qu'elle était méchante ou c'est ça qu'elle voulait, mais des fois, c'est juste épouvantable. C'est son Mauricio, pour les gens de droite ou relativement à droite dans sa tête, c'est son internet Mauricio Pérez. Mais pourquoi ils t'ont invité? Comment ils t'ont approché? Je sais pas, ils ont dû me voir popper, puis ils m'ont envoyé une invitation, parce que j'ai déjà fait quelques interviews dans d'autres médias, puis ça a dû, moi, puis soit tu iras chercher ça, mon ami m'a envoyé un courriel, puis j'ai dit oui. Comment ils t'ont approché? Par courriel, c'est ça. Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, en gros, c'est ça, on voulait plus savoir, on veut vous inviter pour savoir apprendre à vous connaître, un jeune de droite, de ci, de ça. Mais comment ils apprennent à te connaître, ils n'arrêtent pas de te couper? Tu sais, je pense qu'il y a peut-être à 2-3 moments qu'elle t'a vraiment laissé parler, mais tu n'arrivais pas au bout de ta réflexion, soit tu te faisais couper par elle ou par un autre. C'est toujours ça. Le but, c'est pas parce que si tu veux vraiment faire une entrevue d'information et d'actualité, tu laisses la personne parler, c'est le principe d'un podcast, c'est le principe d'une émission. Mais souvent, puis je ne suis pas le seul, puis je savais dans quoi je m'embarquais, là, c'est souvent, je dis ma première prémisse, la critique là, mais vous comprenez comme ça, Joey OB, non. Fait que là, à part là-dessus, moi j'essaie de continuer, puis là, il y en a 3-4 gros qui commencent à intervenir aussi, fait que là, je crée un combat de boxe à 4 contre 1. Puis souvent, c'est pas de vouloir nécessairement connaître la personne, c'est de l'étiqueter, puis d'un peu de le démoniser, ou de, hey, regarde, je suis pas le seul, là, t'as vu avec Abatiello, Georges Saint-Pierre. Y a-tu pas un gars plus fin que Georges Saint-Pierre qui a gardé quasiment la quasi-totalité de son intégrité d'avant sa carrière, pendant puis après? Tu sais, le gars s'est défendu contre toute l'industrie, incluant Dana White à UFC, contre les shoots, les stéroïdes, tout ça, puis qui a gardé sa tête debout quand c'est pas possible. Il a été, il y a près de 2 semaines à Marie-Louise Arsenault à cause du gala 215 de la UFC à Montréal. Puis aussi faire la promotion de sa nouvelle entreprise de sauce piquante, là aussi. Chris, peux-tu savoir une des questions qu'elle a posées? Georges Saint-Pierre, êtes-vous un masculiniste? Ah ouais. Georges fucking Saint-Pierre, man! Tu sais, c'est bien un gars, Chris, qui est pas de même, c'est bien lui, ciboire. Parce qu'il a commencé à dire la UFC, Dana White, Donald Trump, puis là. Par association. C'est tout le temps ça. Alors que Georges, il est zéro politisé. Tu sais, il fait bien, là. Pour être franc, là, je le comprends, là. Mais c'est souvent ça, c'est qu'on essaie de dicter les gens, alors que, justement, comme on a dit au début de notre intervention, tu sais, moi, on me considère quasiment comme un gars d'extrême droite pour certains de ces milieux-là, qui sont carrément. Puis, tu sais, c'est vraiment un monde à l'envers. Je t'allais là, puis je t'ai soufflé, avant, je t'ai étourdi après cette entrevue-là. C'est rare que ça arrivait, mais j'avais vraiment l'impression, parce que je suis allé vraiment en studio à Radio-Canada à Montréal, tu as vraiment l'impression que tu es vraiment sur une autre planète. C'est moi qui a gradué au CRTQ, au Collège Radio-Télévision de Québec, qui sait comment fonctionne un show de radio, qu'un show de même qui dure 3 heures, qu'il y a si peu de contenu qui sort de ça, qu'il y a 8 personnes dans la régie, alors que ça en prendrait peut-être 2, qu'il y a 4 musiciens live en studio qui font le thème musical qui dure 2 minutes et demie, une fois aux 3 heures, puis ce monde-là sont payés temps plein par des fonds publics. Il y a tellement de gaspillage, je me dis que ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça qu'Abatiello disait. Ouais. C'est pas pour envoyer chier à la culture, puis je trouve ça chiant, puis je trouve ça plate, là, je comprends, là, sa sœur est comme sortie pour réparer, pour casser, puis elle a comme dit genre, c'est pas de notre, c'est pas de notre rôle de critiquer la culture. Oui, c'est votre rôle. Chris, vous êtes une entreprise québécoise à succès, vous en payez en tabarnak des impôts, là. S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'avoir une voix pour critiquer l'argent où c'est qu'elle va, c'est vous autres. Mais malheureusement, au Québec, c'est ça. Tu remets le sacro-saint en question, t'es démonisé, t'es d'extrême droite, t'es rien qu'un esprit de vendu de pizza, comme dirait Guillaume Lepage, ben c'est ça. Mais c'est qu'est-ce qui est triste. Mais en même temps, ceux qui ont fait exprès, là, c'est qu'ils n'ont pas vraiment écouté mot pour mot qu'est-ce qu'elle dit. Bien évidemment. Parce que, tu sais, ils ont changé ça par son intervention, ils ont changé ça par c'est de la merde. La culture québécoise, c'est de la merde. Puis c'est pas ça qu'il disait. Il dit, est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous prenez le temps? Est-ce que vous vous dites,
est-ce que qu'est-ce que je fais, c'est de la merde, tu sais. Mais ça, c'est pas pour dire que tout est de la merde pis tout ça, tu sais. Je pense qu'ils sont intelligents, ce monde-là, sont capables de faire la part des choses puis de réellement comprendre, mais c'est pour ça que, tu sais, il fallait mais au Québec, bien s'exprimer parce que là, ils se sont jetés sur lui sur ça pis en faisant leur propre interprétation. Mais au Québec, on a des dogmes. Puis ça prend, comme tu l'as dit, ça prend énormément de courage pour remettre en question ces dogmes-là. Même si on le sait que ces dogmes-là vont nous nuire à long terme puis nous font du mal, mais ça prend crissement du courage. Puis il y a très peu de politiciens et de politiciennes qui osent vraiment, je ne vais pas mettre leur vie en jeu, là, dans le sens vraiment d'aller à contre-courant parce que faut que la job se fasse. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas parfait non plus. Mais Chris, il faut qu'elle se fasse. Parce que plus on attend, plus ça va faire mal. Puis je ne peux pas laisser ça à mes enfants et mes petits-enfants parce qu'à un moment donné, on s'en sortira plus. Puis, tu retournerais-tu à Marie-Louise Arsenault? Pas vraiment. Je me doutais pas mal que ça allait être la seule et unique fois. Je me dis, je vais le faire une fois. Tu sais, je vais voir, moi j'ai mon tag I Survive Marie-Louise Arsenault. Là, tu sais, je l'ai fait une fois. Si l'émission change vraiment puis qu'ils font leur introspection, puis à la limite, si tu veux l'animatrice, on en reparlera. Mais ça va gagner d'aller là. Je voulais absolument peut-être plus comme. Ben justement, je me disais à plusieurs membres de notre podcast, mais Joe, qu'est-ce que t'allais foutre là? Tu le savais déjà, oui, mais. Non, pas qu'est-ce que t'allais foutre là, mais tu sais. Non, je sais. Oui, je sais. Mais dans le sens, moi, je me disais, c'est pas à elle que je parle. Je parle à son auditoire. Qui, supposément, selon ce qu'ils entendent, les gens de droite, c'est quasiment des démons. Quasiment anti-femmes, contre le mariage gay, puis tu sais que c'est quasiment des mongols racistes, sexistes. Je voulais vraiment casser cette image-là, puis aussi me servir un peu de miroir pour un peu montrer à quel point qu'elle était pas mal plus biaisée, puis moi je suis un gars, tu sais. Ben, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Parce que exactement, c'est ça. J'ai fait comme, moi je me suis un peu plus intéressé à toi, puis j'ai fait, mais voyons, tu sais, comment que tu peux, puis tu sais, elle est compétente là, cette femme-là, elle est intelligente, tout ça. Mais comment tu peux sortir de ça, avoir ça comme résultat, puis être fier? C'est ça, je disais à la fin, quand je disais sortez de l'île au génie, sortez de l'île de Montréal, c'est pas nécessairement péjoratif envers les gens de Montréal. C'est que le gratin médiatique montréalais, c'est pas nécessairement habiter ici, c'est une manière de penser. C'est ça que je voulais dire, parce que là, Pierre Lapointe m'avait pris à la presse, on dit pas ça, Marie-Louise Arsenault, on dit une fille d'Abitibi. Fair enough. Mais tu peux être une fille d'Abitibi ou une fille du Lac-Saint-Jean, avoir une mentalité de bobonne urbain de Montréal, pareil. Là. Dans les médias, là, tu sais, c'est pas de quoi, c'est pas nécessairement géographique. Là. Hey man, en tout cas, c'était super cool. Merci pour ton temps. Là. Je sais qu'il faut que tu y ailles, je vais te laisser y aller, mais merci beaucoup, man. Je viens de dire, avant que tu partes, un gros merci au commanditaire qui a commandité ce podcast-là, qui est les cafetières Bellucci et procafetière.ca, qui t'offrent un sac du WhatsApp Podcast et du café. Je sais pas si tu bois ça, là. Fait que, plus ou moins, mais je connais du monde qui m'ont trippé là-dessus. Bon, ben, parfait pour ça, man. Fait que, un gros merci pour vrai. Puis un gros merci aux commanditaires. Puis, si on veut t'écouter, c'est pas mal avec le podcast de Yann et Podcast Yann et Frank, mais également mes réseaux sociaux, c'est ça, Joey Aubé chroniqueur sur Facebook, Joey Aubé sur X également aussi. Je publie beaucoup de stock là-dessus. Mais c'est ça, principalement sur la plateforme Yann et Frank, sur Patreon, YouTube également. Je suis plus dans la partie justement payante, là, la version Patreon, mais vous me voyez une fois de temps en temps. Puis sinon, également une fois de temps en temps à Cube, à Choix Radio X. Ouais, ça, t'en fais une coupe. Je diversifie mes entrevues ici et là. Ouais. C'est rare que je refuse une entrevue, fait qu'aussi qu'ils m'invitent puis qu'ils ont le goût de parler de n'importe quoi politique, ça me fait plaisir. Fait que c'est pas mal. Sinon, c'est ça, Génération Ambition, vous faites des événements, il va en avoir un en fin de semaine. Oui, je vais là justement demain. Quand ça va sortir. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ce genre de dîner-conférence, de dîner-causerie qu'on fait avec Joe Hamel, Jonathan Hamel, qui nous parler d'économie, c'est à Drummondville. On fait ça dans une petite salle. Fait que on essaie vraiment tranquillement de commencer à faire des événements un peu. On avait fait une genre des chutes de blé d'Inde dans le parc en Grignon l'automne passé, ça fait quand même un petit bout. Fait que tranquillement mais sûrement, on commence, on n'est pas encore assez nombreux pour vraiment être présent partout, mais notre but c'est vraiment de donner une voix à ces jeunes-là, puis aussi d'être présent sur les campus universitaires, les cégeps, parce que présentement, QS a le monopole sur ce terrain-là, politiquement parlant. Là. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoint à Génération Ambition, qui nous ont dit que avant 2022, on m'a toujours dit que j'étais de gauche, puis que la gauche était Québec solidaire, mais je m'étais jamais vraiment remis en question de mes valeurs. Puis je les comprends, pas tout le monde est politisé, tu sais. Puis finalement, je suis pas mal plus conservateur, pas mal plus de droite que ça, finalement. Fait que c'est juste montrer un peu l'autre côté de la médaille, puis voir ce qui se fait, puis de donner une voix aux jeunes. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Ben, c'est bien cool. Encore une fois. Mouvement générationambition.com, on a notre site web aussi. Ouais, on est tous sur les réseaux sociaux aussi, à part TikTok. Partout où les jeunes sont, on est là. Non, ben parfait. Hey, thank you encore, mon gars.
gars. man. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.